Salut à tous et bienvenue dans le 144e numéro de Hors-jeu Capital, le podcast qui parle de l'actualité du PSG et on débriefe aussi les matchs. Et aujourd'hui, pas d'actu, enfin pas de match, pas de journée de championnat parce qu'on est en quinzaine internationale, mais on va quand même revenir sur le match qui opposait la France au Kazakhstan samedi au Parc des Princes dans notre jardin. Et avec un Mbappé, écoute, magnifique, hein, qui met un quadruplé. On va revenir un peu sur son match, son positionnement. On va revenir aussi un peu, on va faire un peu le tour des résultats de nos joueurs parisiens en qualification de Coupe du Monde. Et pour finir, on terminera un peu sur l'affaire Diallo et l'emballement médiatique qu'il y a eu autour de cette triste affaire. Mais pour l'instant, je vais vous présenter mes deux camarades du jour. Samy Mochtabi. Salut Samy, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Franchement, ça va très bien. Un début de semaine sympathique. On a eu des matchs sympathiques ce week-end, et notamment le match de l'équipe de France. Bon, après, vous le savez, je suis pro équipe de France. Je suis, comment dire, j'ai Pourquoi toujours beaucoup. nous on ne l'est pas? Ah si, si, aussi, si, si. Je vise personne, pas Yacine en tout Ah, cas. tu, Et... tu visais Yacine, quand même. Non, mais donc voilà, franchement, c'était plaisant. Et comme l'a dit Deschamps en fin de match, franchement, c'était du pur bonheur. Franchement, ça faisait longtemps même si. Voilà, il y a l'éternel débat, c'est oui, mais c'était des charpentiers, c'était des plombiers en face, oui, mais ils n'ont pas pris 8 buts ils n'avaient pas pris 8 buts depuis un moment, donc c'est toujours appréciable de voir l'équipe de France gagner ce genre de rencontre aussi facilement avec autant de spectacles. Quel enthousiasme, Samy. Samy, qui je rappelle, hein, toujours au Club des 5, Africa 24, la Ligue 1 aussi, la Toujours. Ligue 1 Ibérite, voilà, il est partout. Il est On partout. est Et là. prochainement aussi la CAN avec Africa 24. On attend ça Exactement. avec impatience. Hâte. Mon deuxième acolyte, celui qui n'est jamais blessé, c'est Yacine Amned, toujours présent. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va? Ouais, ça va bien. T'as mis ton col roulé de tueur à gage? Ouais, mais c'est T'as un l'hiver, petit peu c'est l'hiver, froid? ça y est. C'est l'hiver, c'est l'hiver, ça y est. C'est ça, c'est ça. Et avant de commencer, on va souhaiter quand même un joyeux anniversaire à notre camarade Hugo, qui a fêté ses 28 ans Ouais, samedi. Nous y étions et on a passé une bonne soirée, on s'est ouais, bien éclaté. Voilà. t'es présent. C'était pas mal. Voilà, on C'était s'est aéré un peu sympathique. l'esprit. Je suis monté sur la capitale uniquement pour ça. J'y suis encore d'ailleurs. Et je repars demain. Voilà, comme ça, je vous raconte ma vie. Messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je le disais, victoire de l'équipe de France dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Victoire 8-0, c'était le match retour. Au match aller, il y avait eu 2-0. Samy, je viens vers toi. Il y avait eu 2-0 au match aller. Oui. Donc là, quand on voit le résultat 8-0, là, ils ont fait plus que le job. Ils ont régalé, ils nous ont régalé, ils ont régalé le public du Parc des Princes. Et honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris autant de plaisir à voir jouer cette équipe de France. Alors, je t'interroge d'abord, Samy, sur le match, ce que tu en as pensé, évidemment, sur la tactique de Deschamps. Évidemment, on va parler de l'adversaire, parce que même si c'est vrai qu'il c'était un peu faible, hein, Samy, on va pas se le cacher. Mais l'équipe de France a joué jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on attend de cette équipe, c'est que face à des adversaires plus faibles, qu'elle déroule et qu'elle mette le plus de buts possible. C'est ce qui s'est passé Voilà. samedi. C'est exactement ça, tu l'as très bien dit. Avant ce genre de rencontre, généralement, on sait très bien que l'équipe de France, on sait que l'équipe de France face à une équipe, on va dire, une équipe de très bon niveau, comme voilà le haut du panier, l'Espagne, l'Allemagne, voilà des équipes qui tiennent le ballon, et ben on sait que l'équipe de France, elle va répondre présent parce que voilà, elle a un style de jeu qui face au gros est souvent efficace. Ça n'a jamais été remis en question. Par contre, on savait que face à des blocs bas, des équipes très compactes et qui laissait que très peu d'espace et refusait le jeu et donc donner la possession à l'équipe de France, c'était là où les Français avaient beaucoup de difficultés et c'est pas quelque chose de récent, hein, ça date depuis un moment, surtout sous l'ère Deschamps, pardon. Donc voilà, on est prompt à critiquer les Bleus quand justement face à ces blocs bas, et en plus on en a eu hein, des rencontres de l'équipe de France récemment où le match aller, il n'y a que 2-0 pour la France. On a eu quand même pas mal de rencontres, même il y a 2 ans quand on affrontait encore l'Albanie, etc. C'était rare de voir l'équipe de France réussir des gros cartons, c'est pas quand même dans nos habitudes. Moi, en tout cas, de souvenir, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu l'équipe de France mettre autant de buts dans un match. Je me rappelais d'un France-Azerbaïdjan, un 10-0, il me semble, à l'époque, avec les Pedros, tout ça, dans les années 90. Ça m'avait marqué, pour vous dire. Donc, c'est que vraiment, c'est quelque chose d'assez rare. Donc,
Certes, voilà, on va pas revenir parce que j'ai tweeté un peu par rapport au match et dès que en fait on disait quelque chose de bien sur un joueur de l'équipe de France, les premières réponses qui tombaient sous les tweets c'était oui mais en face, voilà, c'est le niveau est faible. Oui, ben donc on fait quoi? Donc on fait aucune analyse. À un moment donné, Ouais. il faut bien admettre quand même qu'il y a eu des choses qui ont été bien faites. Certes, en face, l'opposition était beaucoup plus faible, mais le travail a été fait et a été plutôt bien fait, sincèrement. Moi, je trouvais que voilà, le projet de base avec Coman en piston droit, c'était assez audacieux. Ça me surprend de Didier Deschamps qu'il le fasse parce que voilà, il a été quand même beaucoup critiqué. C'est quelqu'un qui est quand même assez sûr de ses convictions et qui change quand même, en tout cas tactiquement, que très rarement de choix. Là, voilà, là, je trouve qu'il est sur le. J'ai l'impression, comment dire, que l'échec de l'Euro l'a un petit peu changé et qu'il est sur une mouvance un peu. Voilà, il veut évoluer, il veut envoyer un jeu un petit peu plus offensif et c'est clairement ce que l'on a vu samedi soir. Sincèrement, je trouvais que tout était réuni. Le stade était plein, le stade était magnifique et je dis pas ça parce que c'est le plus beau stade de France et que c'est le stade c'est le stade du PSG, mais vraiment, même les joueurs l'ont dit, l'ambiance était présente. Je trouvais que dans les intentions et dans le jeu, l'équipe de France, ça s'est quand même jamais arrêté. Nos joueurs formés au club ont été bons parce que c'est pas que Kylian Mbappé. Adrien Rabiot a été très bon. Coman a été très bon, la rentrée de Diaby a été aussi très bonne. Franchement, tout était réuni, en tout cas en tant que fin appréciateur du Paris Saint-Germain, tout était réuni pour nous faire plaisir. Ah, il s'est régalé, Sam. Il s'est régalé, il n'en revient pas, il en parle avec tellement d'enthousiasme, c'est bien. Non, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas apprécié le jeu de l'équipe de France. Yacine, même question, et Samy l'a dit, hein, Deschamps je ne sais pas si on peut parler de risque face au Kazakhstan, pardon, j'allais dire l'Azerbaïdjan, mais c'est bien le Kazakhstan. Je ne sais pas si on peut parler de risque, Yacine, mais c'est vrai qu'on on a rarement vu l'équipe de France jouer de cette façon, et notamment l'utilisation des côtés avec côté droit, un pur ailier, on va dire, hein, Kingsley Coman, et de l'autre côté, plutôt un piston, et c'était Théo Hernandez, Yass. Ouais, alors déjà, il y a une chose, c'est que malheureusement, et c'est souvent comme ça, il a fallu l'échec de l'Euro, en fait, pour que Deschamps prenne conscience. Et je dirais même un peu plus, parce que finalement, après l'Euro, il y a les premiers matchs où Deschamps ne change pas encore. Et c'est finalement, euh, entre guillemets, lors de la Ligue des Nations, où il y a du changement et où il y a un changement d'état d'esprit aussi avec le système. Et par exemple, contre l'Espagne, la dernière demi-heure, parce que pendant une heure, les Français contre l'Espagne, par exemple, en finale de la Ligue des Nations, ils ne voient pas le ballon. Et il se passe quelque chose dans la dernière demi-heure, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il a des joueurs pour pouvoir jouer comme ça, c'est clair. Après, encore une fois, hein, c'est très bien parce qu'il l'a fait. On connaît plein de coachs qui ont des joueurs pour jouer comme ça et qui ne jouent pas comme ça. Donc, il l'a fait. La Et tu deuxième penses à chose, qui, Yacine? on va en parler après. Euh, la deuxième chose, c'est que, en fait, ça va amener de l'eau à mon moulin parce que je me bats tout le temps avec ça sur l'histoire du style de jeu, sur l'histoire des joueurs et sur l'histoire de l'état d'esprit. Moi, je continue de penser que le coach insuffle un état d'esprit. Dire c'est jamais de la faute du coach, c'est soit minimiser le travail d'un entraîneur, ou soit penser qu'il n'y a que les joueurs qui sont responsables. Ouais. Et ça, c'est faux. C'est toujours un ensemble de choses. La chose qui m'intéresse, moi, c'est par exemple quand tu vois Coman. Alors, évidemment, ok, on fait la fameuse parenthèse. Le Kazakhstan, c'est faible, tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf que, par exemple, pour faire le parallèle avec le PSG, combien de fois le PSG rencontre le week-end des équipes a priori bien plus faibles que lui? Mais en fait, c'est ça qu'on attend du PSG, par exemple. C'est de dire, quand c'est un adversaire plus faible, pourquoi ne pas jouer avec quatre offensifs comme on l'a fait régulièrement, mais avec l'implication, par exemple, que Coman a eu sur le côté droit. Voilà. Tu sais très bien que contre beaucoup d'équipes, tu ne vas pas forcément beaucoup défendre. Donc, le joueur de côté, il n'a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être forcément un latéral pur, défenseur, etc. C'est au moins de faire le travail de replacement. Et il y a la position du bloc aussi. C'est-à-dire que là, l'équipe de France a quand même décidé de jouer très haut et d'essayer de récupérer le ballon très tôt. Voilà. Donc, euh, à première vue, quand tu dis Coman couloir droit, ça peut choquer. Mais en fait, dans l'esprit d'équipe qu'il y avait, dans les intentions de jeu qu'il y avait, et dans cette idée de récupérer le ballon très haut, très vite, en fait, Coman, ça change plus de, ça change, enfin, ça choque plus. Voilà, c'est juste normal.
tu profites de ses qualités offensives en lui demandant de faire un minimum de travail. Moi, je continue de penser que l'état d'esprit, c'est la base du foot, que quand tout le monde est impliqué, tu peux jouer avec 4 offensifs et il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu joues avec 4 offensifs et que tu leur dis, vous 4, vous ne défendez pas, oui, même contre le Kazakhstan, ça aurait posé problème. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi, malgré tout, je pense, une équipe de France, et moi je l'avais dit régulièrement d'ailleurs en Club des 5 quand on fait l'équipe de France, l'équipe de France a été championne du monde. Et moi, je reste persuadé que oui, le résultat est important. Oui, les joueurs veulent gagner des titres. Mais quand tu as gagné un grand titre comme ça, pour continuer, il faut amener quelque chose de nouveau. Dire à des joueurs, vous allez vous sacrifier, vous sacrifier, vous sacrifier. On est d'abord un bloc défensif et puis on va attendre les exploits des attaquants. Tous les joueurs de football, en fait, à un moment donné, ils ne l'acceptent plus. Parce que tu l'acceptes pour gagner, mais quand tu as gagné, il faut que tu évolues. Je reprends toujours l'exemple de l'équipe de France 98 et 2000. En 98, c'est un bloc, avec une défense solide, etc. En 2000, la défense, elle est toujours aussi solide, mais il y a une évolution dans le jeu. Pour ceux qui se rappellent, tu débutes la compétition 2000 avec Zidane, Djorkaeff, Anelka, Henry. Mm. Tu vois, et tu joues qu'avec 2 milieux de terrain, quand on avait 3 avant, Deschamps, Petit, Carambeu, tu débutes la compétition avec Deschamps, Vieira ou Deschamps, Petit, mais tu joues avec 4 attaquants. Donc, c'est bien une question d'état d'esprit et d'évolution. Voilà, c'est mon avis. Mais il y a beaucoup de... Tu vois, on voit aussi le Portugal, on en parlera après rapidement, mais le Portugal qui a été champion d'Europe en 2016, qui n'évolue pas dans son jeu, et on voit bien qu'il y a une limite. Voilà. Les joueurs ont à un moment besoin de passer un cap dans le jeu pour prendre du plaisir et continuer à avancer. Ouais, pour rejoindre Yacine par rapport à ça, je suis entièrement d'accord. Je pense aussi qu'il a aussi changé quelques joueurs. C'est aussi plus facile de faire accepter un nouveau discours, notamment contre le Kazakhstan. Moi, je trouvais que l'équipe alignée, si on peut rajouter Pogba, par exemple, à la place de Rabiot, je pense si, ça peut, enfin, une équipe type peut se Alors, dessiner. Oui, Samy, parce que c'est vrai que j'ai oublié de rappeler la composition, comme il n'y a tu pas de pourras souci. Oui, rebondir dessus. Alors, on avait une composition en 3-4-3 ou oui. 3-4-1-2, Hmm. voilà, avec Griezmann derrière Benzema, Mbappé ouais, et Mbappé. Benzema, avec un milieu à deux, Rabiot, Kanté. Et dans le rôle, je ne sais pas si vous pouvez appeler ça vraiment piston, ailier, ce que vous voulez. À gauche, on avait Hernandez, à droite, on avait Coman, Coman. et puis on avait une défense à trois avec Upamecano, l'autre frère Hernandez, Lucas, et l'ami Koundé. Koundé, Jules. Koundé. Ouais. Voilà. Et Lloris dans les buts. Voilà. Comme ça, au moins, on a la compo, Ouais. tu peux finir ça. Donc dans le choix des hommes, honnêtement, les trois derrière, moi je trouve que c'est plutôt très séduisant. Les trois sont habitués à jouer de cette manière aussi parfois en club, surtout en tout cas les deux Munichois. On a vu pour la première fois un Upamecano plutôt serein en équipe de France parce qu'on sait que c'est un joueur qui a du talent. Moi je trouve que voilà, c'est vraiment le défenseur moderne. En plus, et lui il est dans le centre de cette défense à trois. C'est souvent celui qui impulse la première relance. Il a cassé beaucoup de lignes, notamment contre le Kazakhstan. Enfin, il a montré ce dont il était capable vraiment enfin en équipe de France. Donc dans le choix des hommes, c'est quand même aussi plus facile pour Deschamps parce qu'il est reparti sur un nouveau triptyque. Comment dire, il était reparti en août. Alors on pensait que voilà que le lien était un peu cassé, et c'est ça où je pense il faut quand même pour moi noter un vrai effort de la part de Deschamps parce que beaucoup pensaient que justement il y avait plus de lien avec son groupe, que ça allait être compliqué. Vous en rappelez en juillet, voilà, il y avait les images de la dispute avec Pogba, les images de la mésentente avec Coman, le match contre la Suisse, après toutes les histoires qui étaient sorties. Enfin, vous savez, hein, on vit Ouais. en France, donc dès qu'il y a moyen de chercher du caca, bah, généralement on en trouve. Et donc voilà, il y avait beaucoup d'articles, beaucoup de polémiques. Ça sentait pas bon quand même pour Didier Deschamps. Et moi, force est d'admettre qu'il a réussi son pari parce en 3 rassemblements, il a réussi pour moi à remotiver ses troupes. Moi, personnellement, j'ai l'impression que les joueurs sont concernés par son projet. Si vous regardez un peu les vidéos mises en ligne par la Fédération française de football, il était parti donc sur un triptyque avec, voilà, on a 3 objectifs à partir de septembre. C'est un, gagner la Ligue des Nations, 2, se qualifier pour la Coupe du Monde, et le troisième, vous l'aurez deviné, bah, c'est gagner cette Coupe du Monde. Et
Il le martèle depuis septembre, depuis son premier rassemblement. Et encore samedi soir, lorsqu'il a fait son discours de fin de vestiaire, il a dit, les gars, voilà, on a fait les 2 premiers objectifs, comme on l'avait dit. Et on sentait vraiment un groupe concerné. Et il dit, voilà, vous savez le troisième, vous savez le troisième qu'on a à faire, c'est pas fini, il reste un an. Et tu sentais, voilà, enfin, il y a des choses qui se sentent. Après, peut-être que comment dire, enfin, ça reste des hypothèses, on peut spéculer, mais je trouve que voilà, il a réussi à redonner un petit coup de fraîcheur à son groupe. Il met des hommes frais et jeunes et concernés par le futur à des postes clés. Et il fait jouer des joueurs aussi à leur poste. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il a réussi à recréer quelque chose. Donc, comme l'a dit Yacine, oui, le discours est important. Bien sûr que oui, le coach est important. Mais il y a aussi eu le choix des hommes. Donc, voilà, c'est un tout qui fait que j'ai l'impression que voilà, il a redémarré la machine, notre ami Dédé. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les joueurs, ça va un peu mieux, parce que c'est vrai qu'on parlait un peu d'une ambiance un peu délétère lors du dernier Euro. Et là même, on l'a constaté sur la pelouse du Parc. Hein. Ils ont mis 8 buts au Kazakhstan et pourtant, voilà, ils ont fêté les buts. Les remplaçants venaient fêter avec les titulaires. On a l'impression vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Il y a dû avoir une remise en cause non seulement du sélectionneur, mais aussi, je pense, des joueurs et certains cadres. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un autre état d'esprit. Et Yacine le disait, le plus important, c'est aussi cet état d'esprit. Donc, on est peut-être reparti sur de bonnes bases. Et sans doute aussi que Didier Deschamps, comme tu l'as dit tout à l'heure, Samy, a dû aussi, lui aussi se remettre en question. Et Yacine aussi, tu l'as dit, peut-être aussi par rapport au jeu, parce qu'on voit qu'il y a quand même, ces dernières années, il y a une vraie évolution. Et même dans les équipes nationales, quand on voit ce qu'était l'Italie à 20 ans et ce qu'elle est devenue, et c'est par le jeu qu'elle a gagné cet Euro. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. Et, alors on sait que Deschamps il s'est exprimé récemment en disant qu'il n'était pas contre peut-être prendre un club. Écoute, si après 2022 et après une victoire en Coupe du Monde, c'est tout ce que nous souhaitons, peut-être qu'il trouvera un club et puis avec une nouvelle façon de travailler et on découvrira peut-être un nouveau Deschamps. Messieurs, on va s'attarder un petit peu sur Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain et aussi de l'équipe de France. Je le disais avant qu'on démarre, on discutait un peu avant de démarrer le podcast, et c'est vrai que, et je veux votre avis là-dessus, on a vu un Mbappé avec l'équipe de France qui a joué selon moi, alors je sais qu'Yacine n'est pas d'accord, mais c'est intéressant, que ça fera le débat, qui a joué comme un vrai numéro 9, dont on dit souvent d'Mbappé que voilà, il y a 2 écoles, j'ai envie de te dire, hein. Samy, je vais d'abord me tourner vers toi. Tu as ceux qui te disent que Mbappé, il est jamais aussi bon que quand il est sur le côté gauche et qu'il rentre à l'intérieur. Et tu en as d'autres qui militent pour qu'il soit vraiment un pur numéro 9. Ce qui n'est pas souvent le cas au PSG. Ça l'est aujourd'hui parce qu'Icardi ne joue pas et que tu as recruté Neymar et qu'il faut faire jouer Di Maria, etc. Mais hier, en tant que numéro 9, et notamment avec l'apport des joueurs de côté, il a fait un grand match, Mbappé. Donc, il a mis un quadruplé, Samy. Ce n'était plus arrivé depuis Juste Fontaine. Oui. Donc, tu vois, ça date quand même. Il a fait vraiment un super match en numéro 9. Ouais. Il continue à écrire le début de sa légende. Hein. Chaque record qu'il casse, chaque record qu'il approche, toucher Juste Fontaine, pour moi, ça place le gamin, quoi. Le gars, il n'a que 22 ans. Après, on peut dire ce qu'on veut sur Mbappé. Hein. On va pas tout ce qui est extra-sportif, son comportement. Voilà. Moi, vous savez que je suis un bapiste confirmé parce que j'aime le talent, en fait. Je m'en fous de comment il est ou autre. Moi, je vois ce qu'il propose sur le terrain. Contre le Kazakhstan, je crois que c'est le 12e joueur dans l'équipe à avoir eu 10 sur 10. Même si l'équipe, c'est pas forcément une référence, mais au moins, voilà, on peut situer à peu près ce que ça vaut. Donc, c'est quand même une note assez rare. Pour moi, c'est amplement mérité, hein, tu l'as dit. Il nous fait une masterclass ce samedi. Hein. Franchement, je vois pas comment on peut arriver à le critiquer, puisque je trouve qu'il nous montre toute la palette d'un bon attaquant. Il nous montre tout. C'est-à-dire qu'il Je montre crois que Samy, il fait pied droit, pied gauche, tête. Hein. Il fait tout, C'est ça, il fait tout. Et je trouve qu'il finalise pour moi le 4e but. Son appel, il est monstrueux. Il fait un appel, contre-appel. Mais franchement, il faut bien revoir l'action parce qu'il fait un appel, contre-appel. Il part derrière Diaby et il réussit à rattraper Diaby. Diaby, c'est pas, attention, Diaby, c'est il est pas rapide. une tortue. Hein. Il réussit à rattraper Diaby. Il y a 2 défenseurs derrière lui. Il prend l'ascendant physique sur son défenseur de droite et il réussit à avoir la lucidité pour mettre le 4e but.
ce qu'il produit sur la pelouse du Parc samedi, alors je ne sais pas s'il a été transcendé, vous l'avez entendu, je pense qu'il avait dit que c'était son stade préféré. Oui. Espérons que dans un an, ça reste toujours le Parc des Princes et non pas le Bernabéu. On Mais, va en reparler avec la complicité avec Benzema, on va en reparler. mais franchement, ce qu'il nous propose samedi, c'est tout simplement énorme. Il a été bon dans tous les compartiments du jeu. Parce que, après, sur le débat, moi, je pense que c'est un joueur qui peut jouer à quasiment tous les postes de l'attaque. Et je suis convaincu que ça peut être le numéro 9 du futur. Il a déjà aussi, par moment, au Paris Saint-Germain, évolué numéro 9, notamment durant, il me semble que c'est sa deuxième saison où il claque 33 buts en Ligue 1. Je ne sais plus si c'est sa deuxième ou sa troisième. Alors, ce serait 2018-2019. Alors, tu parles de la saison Ouais, 2018-2019. Quand où on il est sort contre Manchester United. Voilà, où il évolue beaucoup en tant que numéro 9 au gré des blessures de ses partenaires, où il a été plus souvent placé numéro 9 et il fait une saison en Ligue 1 à 33 buts. Moi, je pense qu'il peut tout faire, hein. Je pense qu'il est bon à gauche, je pense qu'il est bon à droite, je pense qu'il est bon sur tous les plans d'attaque, mais on sait très bien que voilà, plus il est comment dire, plus il est axé, enfin, moi je trouve plus il sera efficace, hein. Plus tu es proche de la zone de décision, forcément, plus tu as d'opportunités de marquer des buts. Et on sait qu'il a été bon puisqu'il a commencé à deux attaquants à Monaco, où il a été très performant. C'est ce qui montre aussi un petit peu sa polyvalence. Il peut jouer seul en pointe, il peut jouer avec deux attaquants, il peut jouer sur un côté. Après, je ne sais pas ce que dirait Yacine. Je vois sa tête, j'ai peur de sa réponse. Mais, mais oui, honnêtement, samedi soir, ce qu'il nous propose, moi je trouve que samedi soir, il a montré, s'il avait encore besoin de le faire, quel joueur il était et quelle importance, je trouve, il continue parce que malgré tout, malgré son penalty raté contre la Suisse, malgré tout, je trouve que si vous regardez bien le fil de sa carrière, même si on va dire ouais, mais il avait l'air meilleur, pas du tout. Il n'était pas meilleur à Monaco. C'est un joueur qui franchit des paliers parce qu'il faut rappeler que cette saison, il y a aussi les masterclass qui nous sortent contre le Bayern, contre Barcelone. C'est un joueur qui évolue. Il n'a que 22 ans et ce qu'il est en train de montrer, moi je trouve que sa marche en avant, elle est tout simplement impressionnante. Yacine, sur le positionnement d'Mbappé, alors moi je sais que tu n'es pas trop d'accord avec Samy et moi. Moi, il y a le but qui met de la tête. Pour moi, ça symbolise un peu le positionnement qu'a eu Mbappé. Et je trouvais que, enfin, moi, quand je regardais le match, je faisais le parallèle avec le PSG, Yacine. Bah, je trouvais quand même, quand tu as des bons joueurs de côté qui ont des bons pieds, les centres qui arrivent, etc., ce qu'on voit rarement finalement au PSG, je trouvais qu'Mbappé en pur neuf, c'était vraiment très fort. Et on le voit rarement ça avec le PSG. Alors toi, je sais que tu n'es pas d'accord, Yacine. Pour toi, ce n'est pas vraiment un numéro 9. Mais force est de constater que samedi soir, avec l'équipe de France, ça a plutôt très bien marché. Et c'est vrai qu'il a joué assez proche aussi de Benzema, et ça aide. Mais en tout cas, sur le rôle vraiment de buteur de numéro 9, on peut dire que sa soirée était réussie. Et pourquoi pas jouer comme ça avec le PSG, Yacine? Mais en fait, c'est ça la différence, c'est qu'il joue dans l'axe, plus proche, mais il n'est pas numéro 9. Le numéro 9, c'est Benzema. Et en fait, lui, il se sert des mouvements de Benzema pour occuper les espaces libérés. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que moi, je continue de penser que ce n'est pas un numéro 9 seul, dans un 4-3-3, par exemple, parce qu'il a besoin aujourd'hui de bouger et d'avoir un joueur autour de qui tourner. Et je ne parle pas de point d'appui à la Giroud. C'est-à-dire que je pense qu'il peut jouer avec tout le monde. Il peut jouer avec un Giroud, il peut jouer avec un Benzema. Benzema qui va décrocher et à ce moment-là, Mbappé va utiliser les espaces libérés dans le dos. Comme sur, par exemple, le but où il redonne à Benzema, justement, où il lui offre le but. Ouais. En fait, Benzema vient plutôt bas dans le cœur du jeu. Et Mbappé, c'est lui qui prend la profondeur. Benzema le trouve. Et du coup, il lui remet, ce qui fait appel, et il continue son mouvement. Euh, et rappelez-vous, les nombreux papiers que j'ai faits sur Paris United, où j'ai toujours expliqué que Mbappé, pour moi, il y a deux choses. C'est un attaquant de contre-attaque, entre guillemets. Quand tu joues en 4-3-3 et qui va être en numéro 9, donc avec des joueurs plutôt loin de lui, on va dire, et c'est un attaquant qui peut jouer dans une équipe qui joue haut et qui échange, si tu lui mets un deuxième attaquant comme Falcao à Monaco, comme Icardi, la période où le PSG joue en 4-4-2, Ouais. parce que cette période-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont zappé, mais quand on nous expliquait que le PSG ne pouvait pas jouer avec 4 offensifs, etc., si, le PSG l'a fait. Le PSG l'a fait contre Dortmund, le PSG l'a fait en championnat pendant, rappelez-vous, cette période-là où franchement ça déroulait.
C'était avec Tuchel alors, c'est ça, Yacine? Ouais, avec Tuchel. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu avais Di Maria et Neymar sur les côtés. Tu avais Icardi devant. Et en fait, Mbappé, il se servait d'Icardi pour aller plonger là où Icardi n'était pas. Voilà. Et rappelez-vous, à ce moment-là, le nombre de ballons que Mbappé donne à Icardi. Le nombre de buts que Icardi marque sur des passes d'Mbappé. Voilà. Moi, je dis que c'est lui qui a décrété à un moment donné que dans le 4-3-3, il était mieux à gauche pour pouvoir rentrer sur son pied droit. Moi, je reste persuadé que c'est le limiter, parce qu'en fait, tu le limites dans son expression à gauche, et tu le limites lui-même parce que, en fait, c'est lui qui s'auto-limite plutôt en voulant absolument partir du côté gauche pour rentrer. Moi, je pense que c'est le joueur qui a besoin de liberté euh, autour de l'attaquant dans l'axe, parce qu'il est capable de, comme l'a dit Samy, de plutôt partir du côté droit, de plutôt partir du côté gauche, d'échanger dans l'axe. Donc pourquoi tu veux te limiter à jouer dans un rôle comme ça à gauche où tu vas rentrer sur ton pied droit, etc. Rappelez-vous, hein, on a eu la même discussion il y a des années sur Cavani quand il jouait à droite, après sous Laurent Blanc, après il était passé à gauche parce qu'il voulait rentrer sur son pied droit. En fait, je pense que ces joueurs-là, c'est les limiter à un moment donné. Voilà. C'est des joueurs qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de courir, qui ont besoin de faire des appels. Donc, Mbappé, avec Benzema, il n'a pas joué neuf. Par contre, il a terminé. Il joue neuf, voilà. Voilà. Il joue neuf, par contre. Hein. Quand Diaby rentre, c'est Mbappé qui reprend. Et d'ailleurs, son quatrième but, il le marque en tant que numéro Oui, 9. sur la Et fin. d'ailleurs, il y a deux occasions. Il y en a une où il est hors jeu, où d'ailleurs, il fait une passe pour que Diaby marque. Ouais, Et il y a un but hors jeu. Et après, il marque son but. Mais là, les 20 dernières minutes, quoi, il joue neuf. Il joue vrai oui, neuf parce que ça Diaby oui. remplace le Benzema. Ouais, voilà, ça oui. Mais sur la première heure, en fait, il combine très bien Oui. avec Benzema à l'intérieur du jeu parce qu'il se sert de tout ça. Et moi, je pense que c'est un joueur qui, et c'est pour ça qu'on peut encore une fois faire le parallèle avec le PSG, avec cette Ah oui. idée qu'on avait dit, dont on avait parlé avec le 3-5-2, un numéro 10 et deux attaquants, ou deux joueurs à l'intérieur en 10 et Mbappé en pointe. Parce que, encore une fois, même s'il est en pointe à ce moment-là, en fait, avec des joueurs très proches de lui, il pourra combiner et plonger dans des espaces ailleurs. Voilà. Moi, je reste persuadé que c'est son meilleur rôle aujourd'hui. Et donc, comme je disais, je termine, il a fini les actions en numéro 9 parce que justement, avec les décrochages de Benzema, etc., qui libéraient l'intérieur du jeu, et ben lui, il pouvait plonger pour être à la finition devant le but. Voilà. Et pas finir comme un passeur, comme ça lui arrive parfois au PSG, où il termine plutôt les actions sur un côté, quoi. Donc, voilà, moi, je pense que et juste termine sur Deschamps, parce qu'il y a ce rôle-là avec Benzema, parce que c'est aussi ce qu'il a cherché Deschamps longtemps avec comment associer les trois, en fait. Rappelez-vous, à l'Euro, des fois, Griezmann commence le match sur le côté droit, Benzema dans l'axe et Mbappé à gauche, et on se rend compte qu'ils étaient trop loin les uns des autres. Là, c'est plutôt des joueurs de ballon, et quand ils sont plus On a près, souvent vu aussi Griezmann, je te coupe 30 secondes, on a souvent vu Griezmann comme un vrai milieu de terrain, parce qu'à 3, ça ne marchait pas, et tu as l'impression il se sentait obligé de reculer, peut-être avoir un rôle plus défensif comme à ouais, d'ailleurs, l'Atlético, à parce que l'Euro, peut-être qu'il ne trouvait pas sa place. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, si tu veux, il y a ça, et il y a une deuxième chose très importante, rapidement, c'est sur Upamecano. Samy disait tout à l'heure, ouais, il joue dans son rôle-là. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'Upamecano, il est dans une équipe, quand il était à Leipzig et au Bayern aujourd'hui, il joue dans des équipes qui aiment avoir un défenseur central qui crée du jeu. C'est des équipes qui aiment avoir le ballon et jouer au foot, notamment avec Nagelsmann, puisqu'en plus, c'est le nouvel entraîneur du Bayern. Le truc, c'est que quand Upamecano fait ses premiers matchs en équipe de France il y a 2 ans, il est utilisé dans une équipe qui joue bas et qui subit. Donc, en fait, tu es en train de lui dire, moi, je te mets parce que tu es en forme, parce que tu mérites, mais en même temps, je te mets dans une configuration qui n'est pas la tienne tous les jours et presque, entre guillemets, que tu n'aimes pas, puisque tu es dans des équipes qui ont le ballon. Là, comme par hasard, il le met dans une équipe qui joue à 45 mètres de son but. Il les met dans une équipe qui a le ballon. Ok, c'est le Kazakhstan, mais c'est pas grave. On a déjà vu des matchs contre le Luxembourg. Tiens,
où il y avait eu 0-0 et Ah c'était oui, non, mais c'est horrible. ça. Andorre aussi, Yacine. Je sais pas si tu te Andorre, rappelles d'un match face à Luxembourg, Andorre, un des 1-0 0-0, il me semble. horribles ou des Voilà. 2-0 Donc, difficiles. C'est pour ça qu'il faut. Ouais. voilà. Donc, tu peux dire, OK, le Kazakhstan, c'est faible, sauf que tu n'as pas mis 8-0 à toutes les équipes faibles que tu as rencontrées Et, sur les. et il faut préciser, le Kazakhstan, sur les 2 dernières années, sa plus grosse défaite, c'était un 4-0, il me semble, en Macédoine du Nord. Mais le reste, c'est des 2-1, 2-0. C'est jamais des grosses fessées. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as mis des joueurs en configuration club en les associant, toi, pour ton équipe nationale. Hernandez, il joue comme ça au Bayern, il a le ballon. Donc, automatiquement, Upamecano a le ballon. Il est plus haut, il joue. Devant lui, tu as Kanté et Rabiot qui viennent demander les ballons. Tu as Hernandez qui joue dans son rôle. Tu as Théo Hernandez qui joue dans le rôle presque comme à Milan, parce que là aussi, il l'a fait en 3 et à 4, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'activité. Oui. Donc, en fait, tu as presque mis les joueurs dans leur position club. Donc, il y a juste après à trouver les connexions parce que chaque joueur est différent. Mais dans l'état d'esprit, tu les as mis en configuration club. Donc, c'est quelque part juste logique que tout marche. Tu vois? Au lieu de mettre tes joueurs en difficulté. Et moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est, bon, un, évidemment, quand il y aura plus d'adversité. Et deux, c'est, par exemple, comment tu vas réintégrer un Varane. Parce que Varane aime bien, lui, être plus bas, avec des joueurs devant lui, la densité. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, tu as décidé de jouer comme ça. Comment tu fais pour réintégrer Varane? Tu veux dire un peu comme Thiago Silva? Ouais, même pas, même pas. Varane, il aime bien. Varane, il est bon en équipe de France quand le bloc est solide, comme en 2018. Oui, Tu oui, vois? d'accord. Ok. Plus bas, avec de la Ouais. densité. Au Real, c'est pareil. Le Real de Zidane, c'était pas une machine à prendre le ballon et à marcher sur D'accord. l'adversaire. Voilà. Ouais, ça va être, Euh, ça va être compliqué. Ouais. Ouais, Samy, bah, pour compléter ce que disait, ce que disait Yacine, est-ce que Pochettino, quand il voit le match, parce qu'il a sans doute dû regarder quand même le match de l'équipe de France pour voir comment allait se comporter, je Il vois que regarde déjà Yacine pas fait ses la matchs, je moue, suis pas sûr que. il en doute. Non, non, je pense quand même qu'il a quand même regardé le match. Même s'il n'a pas vu le match, il a dû voir quand même quelques images, et notamment la prestation de Kylian Mbappé. Et Ouais. c'est vrai que je le disais en préambule, c'est un peu quand tu vois le match que fait Mbappé dans cette configuration, tu te demandes ce qu'attend Pochettino pour installer son équipe déjà avec une défense à 3, avec des ailiers plus hauts. Parce que si au PSG, tu as Achraf Hakimi dans le rôle de Coman en équipe de France, et de l'autre côté, tu as Juan Bernat, par exemple. Alors, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il n'est pas encore inscrit, mais je pense que pour la deuxième partie de saison, ça va être le cas. C'est vrai que là, Mbappé pourrait avoir des ballons dans la surface et mettre encore un peu plus de buts. La question, moi, que je te pose, Samy, c'est que si tu devais transposer le 3-4-3 de Deschamps au Paris Saint-Germain, avec quel joueur tu ferais? Parce que là, Didier Deschamps a utilisé 2 milieux de terrain, Adrien Rabiot et c'était Kanté qui Oui. l'accompagnait. Au PSG, ça serait un peu plus compliqué avec simplement 2 milieux. Mais si tu devais faire un choix, lequel serait-ce, pardon? Bah, moi, je partirais. Enfin, j'espère. Hein, tu dis qu'il a vu des images. Au moins, j'espère qu'on lui en a parlé. J'espère qu'il Je sait pense quand quand même que même. ces joueurs. Et en plus, il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a la réussite de Kylian Mbappé. Je pense aussi qu'il suit ses autres joueurs. Je pense qu'il a dû Oui, voir le match de Mendes hier, qui était horrible avec l'équipe du Portugal. Il a on va en été, parler. Ouais. il a été totalement absent, totalement inutile, sans compter les erreurs défensives. Même Hakimi, même si je maintiens qu'il peut évoluer dans une défense à 4. Avec le Maroc ces derniers temps, en tout cas ces dernières sélections, il est un petit peu sous-utilisé. Il n'est pas mauvais, attention, loin de Non. là, mais tu sens que c'est pas non plus le joueur le plus important du système, alors qu'il a les qualités pour être quand même beaucoup plus mis en avant avec cette équipe marocaine. Donc je pense qu'il voit quand même, il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent lui parvenir et qui peuvent lui montrer que ça serait quand même sympathique de voir cette équipe du Paris Saint-Germain évoluer en 3-4-3. On le sait très bien. Moi, je pense qu'on a les joueurs pour, hein, que ce soit pour les pistons, tu les as cités, que ce soit Bernat ou Mendes, sont des joueurs à gauche qui sont formés pour. Hakimi, pas besoin d'en parler, on sait qu'il va fitter parfaitement dans ce système. Je maintiens que les trois derrière, on les a, hein, parce qu'on va pas repartir sur le cas Ramos, mais si on n'a pas Ramos, on a encore, il me semble, d'autres défenseurs sur le banc, notamment un Kerrer qui est plutôt pas mal à ce poste-là. C'est toujours étonnant quand un joueur est bon, quand il est mis à son poste. Mais c'est vrai que c'est ça le football. Apparemment, ça marche bien quand tu fais jouer un joueur à son vrai poste. Mais c'est quelque chose de compliqué. Hein. Tout le monde ne l'a pas encore en Mais tête. Et il a Yacine joué le avec rabâche. Hein. l'Allemagne, Samy. Hein.
Kerrer, il a joué avec l'Allemagne. Il a joué dans une ouais. défense à 3 titulaire avec l'Allemagne. Il a fait plutôt un bon match. Hein. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre qu'ils Ouais, soient tu vois. il peut jouer en équipe d'Allemagne, mais c'est une petite nation, l'Allemagne, hein. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, Ah, ils c'est ont pour collé ça un aussi. 9-0 la semaine dernière. Un Ouais, petit mais 9-0 au c'est un passage. adversaire faible, donc ça compte pas. Non, mais donc voilà, je pense qu'on a les joueurs, que ce soit derrière. Et pour le milieu, mais même ça, le milieu, moi je verrais bien un Verratti Gay. Pour moi, il faut une association, il faut un soldat, un mec qui fera les efforts et qui va se sacrifier pour l'équipe. Donc le soldat Gay qu'on a déjà vu, voilà, qui se cantonnera aux tâches les plus ingrates, mais je pense qu'il n'y rechignera pas parce que c'est son tempérament, c'est son style. Et un joueur comme Verratti qui pourra ressortir la balle beaucoup plus proprement et créer le lien avec l'attaque. Après, devant, je pense aussi, il me semble, hein, je suis pas sûr, mais je crois que le Paris Saint-Germain a quand même des éléments offensifs de qualité. Si peu. Enfin, voilà, mais vous vous rendez compte, c'est quand même assez simple à composer ce genre d'équipe. On est quand même tous les trois là face à une évidence. Même pas que tous les trois, hein, parce que dès qu'on parle à un supporter du Paris Saint-Germain ou à un simple observateur du football, quand on voit les possibilités de l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est assez évident. Bon, apparemment, l'évidence n'est pas assez grande pour atteindre notre ami Mauricio, mais franchement, il faut pas désespérer, les amis. Je pense qu'un jour, il y pensera. Peut-être qu'un matin, il va se réveiller, je sais pas, ou devant un barbecue avec Icardi, ils vont se dire, ah, ce serait pas mal de jouer en 3-4-3, on sait pas. Donc, espérons toujours, mais en tout cas, clairement, rien que là, en évoquant les possibilités, on se rend compte qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose de très sympathique avec cette équipe du Paris Saint-Germain en 3-4-3. Bah, même question, Yacine, si tu devais transposer le système de l'équipe de France dans lequel Mbappé s'est éclaté au Paris Saint-Germain, quel serait toi ton 11 de départ? Et forcément, dans cette configuration-là, tu vas faire des malheureux parce que tu ne peux pas utiliser tout le monde, notamment les éléments offensifs. Si tu joues qu'avec deux milieux, plus des joueurs sur les côtés, forcément, tu sacrifies Neymar, Di Maria, Messi, c'est compliqué. Enfin, Oui, quand je dis sinon, pas les trois, hein, un des trois. le PSG, sinon, c'est une maison d'assistance sociale ou c'est comment? Non, c'est pour savoir, parce que juste si tu dois pas faire de choix et que tu dois faire plaisir à tout le monde, c'est ton métier. C'est-à-dire que toi, tu es payé pour faire des choix, non? Tu es payé 9 millions d'euros par an pour faire des choix. Donc, son histoire de je peux pas mettre un tel, tout ça, c'est du blabla. C'est juste une question d'être juste. Voilà. C'est-à-dire que si à un moment donné, Neymar n'est pas en condition de jouer et que Di Maria est plus en forme, et bah tu mets Di Maria, c'est tout. Tu es payé pour faire des choix. Si c'est juste dire on a des stars, faut les mettre parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde et faire plaisir à Doha et faire plaisir au public et faire. À ce moment-là, tu n'as pas besoin d'entraîneur. Hein. Prends un mec dans la tribune, il va te faire les mêmes choix. Hein. Donc voilà. Oui, tu dois faire des choix. Maintenant, de toute façon, alors évidemment, il y a les blessures, etc. Donc, sur la défense, moi, je suis comme Samy. C'est-à-dire que Kerrer, même je l'ai beaucoup critiqué, mais depuis le début de saison, j'ai été plutôt juste parce que de toute façon, c'est ce que Oui, je oui, c'est voyais. vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et le défenseur central, il a fait le job. À gauche, tu as en plus d'aller dans le sens des joueurs, tu as des possibilités dans trois postes défensifs. C'est-à-dire que déjà, à gauche, tu as Kimpembe et tu as Diallo. Déjà, qui ressemblerait plus à un poste qu'il a l'habitude d'occuper plutôt que de le faire jouer latéral à gauche par défaut. Tu as des latéraux. Donc, de l'autre côté, tu as Marquinhos qui peut jouer. Tu as à droite, axe Ouais. droit, tu as Marquinhos et Kerrer. Et dans l'axe, tu as donc Marquinhos qui peut aussi jouer dans l'axe, parce que Marquinhos peut jouer partout. Tu peux mettre Danilo sur certains matchs aussi dans cette configuration-là. Et puis, évidemment, Ramos. Derrière, donc après sur les côtés, tu as Bernat et Mendes. Parenthèse sur Mendes, effectivement, il n'a pas été bon hier, mais avec un entraîneur qui, comme au PSG, le bride. Ouais. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il n'est pas bon. Le problème, c'est que l'année dernière, au Sporting, il fait une très belle saison, dans un Sporting qui domine ses adversaires, qui joue très haut, et dans une défense à 5. Il se retrouve au Portugal à 4, avec un entraîneur qui dit, nous, on joue le 0-0 parce qu'avec un point, on est qualifié, donc je ne veux pas que vous sortiez. Et au PSG, c'est pareil, on ne le voit jamais apporter offensivement, et on dit, il n'est pas bon. Ah oui, c'est comme Hakimi, quoi. Hakimi, si tu lui brides ses velléités offensives, tu as 30% du Hakimi. Donc après, tu te dis, oui, il n'est pas bon. Bah oui, il n'est pas bon par rapport à ce qu'il pourra apporter. Mais en même temps, si je te dis, tu montes jamais, ça va être compliqué d'être bon. Donc, sur les côtés, tu as aussi donc, du monde. Et je reste persuadé que, comme à l'image d'un Coman, à gauche ou à droite,
tu peux très bien, dans un couloir, sur un match que tu vas dominer, par exemple les Clermont, voilà, les Lorient, etc., tu peux très bien imaginer un joueur réellement offensif à droite. Si tu es couvert par Marquinhos ou par Ramos ou par Kehrer, le mec, il peut y aller, hein. Donc voilà. Et au milieu, bah, évidemment, de toute façon, la clé, c'est le milieu. Dans cette configuration-là, même si tu te retrouves finalement avec une ligne de 4, suivant où il se positionne, parce que tu as tes deux joueurs de couloir, etc. Le truc, c'est que les deux milieux, si tout le monde est opérationnel, mais évidemment que le premier, c'est Verratti. Et ensuite, avec lui, bah, tu peux mettre Gay, tu peux mettre Herrera, tu peux mettre Wijnaldum plus bas. Parce que la différence avec ce système, et c'est aussi pourquoi certains entraîneurs aiment utiliser ce système-là, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir deux vrais milieux défensifs puisque tu es protégé par trois défenseurs axiaux. Donc tu peux avoir deux joueurs avec du volume, mais peut-être un peu plus joueurs de ballon, parce que ce n'est pas du tout la même configuration qu'un 4-2-3-1 où dans ton double pivot de devant, tes défenseurs, bah à partir du moment où tu as deux défenseurs axiaux, il faut au moins que tu en aies un qui travaille vraiment défensivement ou qui soit devant la défense. Là, tu n'as plus besoin, tu as trois axiaux qui vont couvrir l'intérieur du jeu. Donc, tu peux très bien partir avec un milieu, même Verratti, Wijnaldum. Voilà. Donc, et après, bah, évidemment, le choix, il est devant. Et moi, je reste persuadé qu'il te faut deux meneurs de jeu, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, que ce soit Neymar, mais même Di Maria, sur les côtés, on voit bien qu'ils font beaucoup de moins de différence. Mais quand ils sont à l'intérieur, leur qualité technique leur permet de se trouver, de trouver des passes, avec la qualité de passe de Di Maria. Et j'irai même un peu plus loin. Dans les deux du milieu, sur certains matchs, moi, je serais capable de jouer avec Verratti et Di Maria. Tu vois? Parce que, Un milieu avec Verratti et Di ouais, Maria. ouais. D'accord. Parce que, Ouais. parce que, tu vois, par exemple, là, le Kazakhstan, on reprend l'équipe de France, le parallèle. Euh, je vais être dur avec Rabiot, mais Rabiot, c'est quand même pas le joueur qui a le plus gros volume de jeu de l'histoire Ouais. du football. Donc, dans une configuration où tu as le ballon, Ouais. moi, je suis désolé, Di Maria Verratti, sur un match que tu vas dominer, la première heure de Bordeaux, par exemple, quand tu joues ce Bordeaux-là, moi, je ne suis pas persuadé que ça fasse tâche, hein. Parce qu'en plus, Di Maria, il est capable de trouver des vraies passes. Tu as tes latéraux plus hauts. Moi, j'aurais pas peur de jouer comme ça, en tout cas. Et Di Maria, c'est quand même un joueur qui court aussi, qui défend. Après, Yacine, je te coupe, mais quel message t'envoies au vrai milieu de terrain? Tu m'as dit, si tu mets Di Maria dans une configuration comme ça et tu laisses sur le banc Herrera, Gay, Danilo, Wijnaldum, c'est dur, Non, Yass, mais quand même. Hein. bien sûr. Non, mais moi, je comprends. Après, le truc, c'est encore une fois, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Les messages, OK, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, là, les trois derniers matchs, Gay est bien en dessous. Il n'est pas bien. Je veux dire, tu lui dis, bah, tu vas sur le banc te reposer, te retaper, etc. Voilà, je veux dire, c'est pas. Moi, je trouve pas ça scandaleux. Bon, de toute façon, le PSG a tellement de blessés qu'en vérité, les choix, ils sont toujours un peu limités. Mais... donc voilà. Bref, en tout cas, tu joues avec deux numéros 10 qui peuvent être donc Di Maria, Messi, Neymar. Donc, tu as trois joueurs, même Wijnaldum, s'il manque du monde, etc. Et puis devant, tu as Icardi, tu as Mbappé. Donc, en fait, aujourd'hui, je Non, mais trouve que moi, Yacine, la question que je te demande, c'est là, OK, il y a des solutions. Mais toi, le 11 moi, que si tu ferais dans moi, cette si aujourd'hui, configuration-là, une tout le monde en équipe type, forme. c'est pas une équipe que tu vas changer au Non, non, gré non. des adversaires que tu vas avoir. Moi, aujourd'hui, une équipe en forme, avec tous les joueurs disponibles, Voilà, c'est ça. évidemment que c'est Kimpembe, Ramos, Marquinhos. T'as pas fait le choix sur le gardien? Ah oui. Ah, c'est dur. Un gardien qui On sort, t'écoute. ou plutôt Navas qui reste dans sa surface. Mais regarde, aujourd'hui, si je suis coach du PSG, évidemment que c'est Navas, parce que moi, j'ai toujours considéré que tu ne peux pas l'écarter comme ça. Maintenant, dans la configuration comme ça, en 3-4-3, et où tu vas Donnarumma. jouer haut, je mets Donnarumma. Eh oui. Parce que Eh oui, Donnarumma, c'est il pour joue ça. plus haut. Donc, les trois. Ensuite, bah, Hakimi, évidemment, à droite. Bernat, pour moi, ce sera Bernat. Oui, S'il bien revient sûr. réellement fort, ce sera Bernat. Verratti et Gay. Messi, Neymar et Mbappé. Ça, c'est pour moi, c'est l'équipe. Si tout le monde est en forme, c'est comme ça que ça démarre. Donc, c'est quoi? Tu mets Messi derrière Neymar et Mbappé? Non, je Avec un mets Messi, Neymar qui jouerait à la Neymar. place enfin, comme Benzema jouait samedi soir? Non, moi, je mets Messi et Neymar en numéro 10, les deux, D'accord. Ah oui, avec d'accord, ok. Mbappé en pointe. Mais D'accord. sauf que ces trois-là, ils vont bouger. Oui, oui. Hyper Bon. mute. D'accord. Bon, non, c'est pas mal. C'est Je plutôt prends, je clair. prends. Je prends aussi. Pour finir sur le match de l'équipe de France, un mot sur la complicité entre Benzema et Mbappé. Pour nous, supporters du PSG, c'est beau à voir jouer, mais
Ça fait un peu mal au cœur. Parce qu'on on se dit quand même que les mecs, depuis qu'ils se sont retrouvés, alors au début, rappelez-vous, hein, pendant l'Euro et même un petit peu avant l'Euro, on se disait la complicité, elle n'est pas évidente, ils ont du mal à se trouver, etc. Et puis, plus ils ont joué de matchs, et mieux c'est. Et samedi soir, honnêtement, en tout cas peut-être lors de la première mi-temps, on a vu pas mal de beaux mouvements, pas mal de complicité, et on se dit, aïe, est-ce que ça encourage pas encore un peu plus Mbappé à se dire, voilà, il me reste 6 mois et je vais bientôt retrouver Karim à Madrid. Ouais, bah Samy. après, ils s'en cachent pas, hein. On l'a très bien vu dès pas leur retrouvailles parce que c'était leur rencontre. Enfin, après, on sait Ouais, que, exactement. on sait qu'ils se parlaient avant, hein. Faut pas Oui. croire que Benzema parlait plus à personne parce qu'il était boycotté en équipe de France depuis 6 ans. Ils se parlaient, ils se connaissaient déjà avant. Les joueurs entre eux se connaissent, ils s'échangent facilement leur numéro de téléphone. C'est très facile de se faire des contacts dans le football. Donc, bien sûr que oui, mais c'est juste que voilà, les joueurs de l'équipe de France n'en parlaient pas publiquement parce que c'était pas très bien vu il y a encore 6 mois. Maintenant, c'est cool, tout le monde s'aime, tout le monde est heureux. Noël Le Graët a dit que même si Benzema a été condamné, on s'en fout, ça n'existe plus. Donc Oui. on sait pas ce qui s'est passé durant 6 ans, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on passe à autre chose. On tourne la page, tant mieux. Mais pour revenir à leur relation, oui, on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose, il y avait une connexion. Après, déjà, tant mieux pour l'équipe de France. Après, moi, je trouve ça logique parce que ce sont deux immenses joueurs, c'est des joueurs talentueux. Et je vous cache pas que c'est même deux joueurs que j'adore, donc c'est un kiff de les voir. J'ai l'impression que c'est Olivier Hatton et Ben Becker, quoi. Non, mais vraiment, c'est un vrai kiff de les voir kiffer ensemble. Moi, ils se check, ils se font des passes, ils jouent ensemble, bah, ça me fait C'est plaisir. surtout, c'est le même langage football, tous les deux. Oui, On c'est le sent même que langage voilà. football. Et puis, il y a un truc qui ne trompe pas, si vous regardez bien, sur le deuxième but de Benzema, Mbappé, il peut la mettre tout seul. Donc, il peut mettre 5 buts. On le voit très bien il est seul, hein. Il peut l'enrouler sur le côté droit. Il peut la mettre côté fermé. Enfin, en tout cas, ce genre d'occasion, en tout cas, au Paris Saint-Germain, si c'était Neymar, je suis pas sûr qu'il l'aurait remise tout de suite au centre. Et tout de suite, il la passe. Et le pire, c'est que dans l'intention, on sent que tout de suite, il va la remettre à Benzema pour que Benzema puisse marquer son doublé. Et moi, je trouve que c'est symptomatique de leur relation. Pour moi, c'est l'action qui montre que bah voilà, il y a une relation privilégiée entre les deux. Et après, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Oui, oui et non. Après, agent Benzema, j'ai vu Benzema aussi qui était pas mal proche de Tchouaméni, qui est suivi par le Real. Alors, est-ce que Monsieur Pérez a glissé des petits trucs dans l'oreille de Karim Benzema pour qu'il soit en mode agent double en équipe de France? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de prospects intéressants. Donc, je peux comprendre qu'un président de club dise à son joueur de bien parler à ses coéquipiers. Enfin, en tout cas, pas de sextape, mais de futurs transferts. Donc voilà. Puis voilà. Ouais, après, voilà, il s'apprécie. Est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que Mbappé est déjà au Real? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la confidence. Je ne suis pas dans le clan Mbappé encore. Il y est pas encore. On rappelle juste qu'à partir du 1er janvier, il peut signer libre au C'est Real c'est ce Madrid. qu'ils disent en Espagne. C'est dans 50 jours, c'est ça? Ils avaient fait le Ouais, bah décompte. ouais, c'est Ils ça. avaient dit Ouais, dans 50 jours, il peut signer. Ils ont fait une émission spéciale. Dans 50 jours, il peut signer. Donc, ils sont en train de compter alors les jours. aujourd'hui c'est 46. Oui, 46, Voilà, exactement. Voilà. on est le 15, donc aujourd'hui ça Exactement. ferait 46 jours. Oui, Voilà. effectivement, il peut signer libre, sauf si entre-temps, Nasser El Khelaifi réussit à convaincre Mbappé de rester. Et pourquoi pas ramener Benzema au PSG? Pourquoi pas? Hein? Ce serait un magnifique pied de nez. Ah bah oui. D'ailleurs, on m'a soufflé à l'oreille il n'y a pas très longtemps, mais je pense que c'est une. Parce que Benzema est souvent à Paris, enfin souvent, il aime venir à Paris, parce que d'abord il a des amis, et on sait que les joueurs professionnels qui viennent de toute l'Europe, hein, quand ils ont un moment, ils aiment bien passer un peu de temps aussi à Paris. Et Ouais. il a rencontré au Péninsula Nasser El Khelaifi. Un Péninsula qui appartient évidemment aux Qataris. Alors, c'est peut-être une rencontre fortuite. Ça ne veut pas dire que, Ça fait mais voilà. quand même beaucoup, hein, parce que hier, c'était Pogba qui était dans le même hôtel que Nasser El Khelaifi. Il y a un célèbre streamer dont je ne veux pas citer le Mm. prénom, qui a mis des photos, en fait au même moment. Et il y avait Nasser El Khelaifi et Pogba, Mm. les deux en Ah mode ouais. incognito, au même endroit. Mais bon, après, voilà, c'est peut-être une. Voilà, exactement. Ça ne veut C'est un- absolument rien dire. Moi, c'est bien pour sûr. ça que j'en ai même pas parlé d'ailleurs, parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, sait-on jamais. Hein, si tu veux pas voir Mbappé rejoindre Benzema, bah, tu fais venir Benzema et Mbappé. Et puis, ça peut être une bonne idée. Hein, ça remplacerait Icardi. Et on enverrait Icardi comme ça au Real. Ça serait pas Avec plus mal. plaisir.
Je ne sais plus où j'en étais. La Oui, voilà, relation, ouais. sur la relation Benzema-Mbappé. Yacine, toi, t'en penses quoi? Et est-ce que tu penses que voilà, ce qu'on a vu hier, ça devrait aboutir au départ d'Mbappé ou pas forcément tout peut se passer d'ici la fin de saison, quoi. Non, évidemment que je pense que c'est un plus pour le Real. Apparemment, Benzema prépare sa reconversion déjà, puisqu'il est donc un peu recruteur du Real. Euh, Mbappé a eu le même rôle en équipe de France pour recruter N'Golo Kanté. Hein, donc, ouais, et pas ouais. que, et pas que. Ah, mais bien sûr, ça se fait C'est une depuis bonne guerre. toujours. Mais ça Ah se fait oui. depuis toujours. Si tu as un joueur qui est proche, tu essayes de lui dire, bon, écoute, viens et tout. Bah, Exactement. c'est Voilà, c'est normal. ça. Non, mais je pense que il n'y a pas de signe pour moi parce qu'aujourd'hui, dans le foot, franchement, ça va trop vite. Il y a trop de choses qui changent d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc, tu peux pas dire oui parce qu'ils s'entendent bien. Voilà. Je pense que c'est un plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il devra faire son choix définitif, c'est un plus parce qu'il va se dire, je connais déjà, je m'entends bien avec lui, etc., etc. Donc, c'est des petits plus, mais pour moi, ça n'a pas de signification au point de te dire, tiens, le mec s'entend bien avec lui, c'est sûr qu'il y va, quoi. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cette relation et dans ce qui s'est passé encore une fois avec l'équipe de France, et notamment ce fameux but où il lui donne le ballon pour marquer dans le but vide. Euh, je répète tout le temps, et c'est vrai que souvent on me reprend là-dessus en me disant, tu vois des messages partout. Mais j'ai un peu côtoyé le milieu du foot et croyez-moi qu'il n'y a rien d'anodin. Voilà. Vous regarderez, et on peut parler d'un match qu'il y a eu cette saison. Alors, j'ai oublié le fameux clochard, là. Où, Ah, en Ligue 1, tu parles. Ouais, C'était en ouais, Ligue ouais, 1, ça. Ouais. ouais. Où Mbappé et Neymar ne se donnent pas le ballon pour marquer. Voilà. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais je vous dis que c'est pas anodin. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça témoigne pas forcément d'une tension, d'une haine, genre ils s'entendent plus, ça veut rien dire ça. C'est juste à un moment donné de dire, si je peux marquer, je le fais d'abord pour moi, si c'est toi tout seul. Et rappelez-vous le match contre Leipzig, où Mbappé marque le premier but. Il y a Draxler tout seul dans l'axe, et où, à ce moment du match, je tweet, si c'est Messi, Mbappé, il donne le ballon. Et ben, en deuxième mi-temps, il y a la même action. Et Mbappé, il donne le ballon à Messi pour marquer le fameux 2-2. Ben, ça, c'est pas anodin. Voilà. C'est des messages. Ça veut dire que quand il fait ça, Mbappé, il voit Draxler. C'est que Draxler. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Donc, il va tenter son truc. Et quand il y a Messi, c'est un, on est mené 2-1. Donc, je vais essayer de faire le meilleur choix parce qu'on doit d'abord égaliser. Et deux, c'est pas Draxler, c'est Messi. Donc, tu sais, c'est un peu la façon de s'adouber, etc. Je te donne le ballon pour que tu comprennes le message. Moi, je suis là pour toi aussi. Voilà, il faut qu'on joue ensemble. On est assis à la même table, quoi. Et voilà. Donc, quand il lui donne, c'est pour l'équipe, évidemment, pour égaliser. Mais c'est aussi pour dire, on est ensemble, on n'est pas en concurrence. Je ne suis pas là pour tirer la couverture, machin. Voilà. Et ceux qui ont connu le football des années 2000, donc les plus vieux, euh, au Real, par exemple, quand il y a le fameux Real des Galactiques, au tout début, quand Zidane arrive un an après Figo, les premières semaines, Figo boycotte Zidane. Voilà. Sauf que Zidane, J'ai pas le souvenir de ça. Enfin, je me voilà. rappelle très bien de cette époque, mais c'est vrai que j'ai pas le souvenir de ça. Sauf que Zidane, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il continue à respecter le jeu. Et quand il doit jouer avec Figo, il joue avec Figo. Et à un moment donné, le mec, qu'est-ce qu'il fait en face? Soit tu continues à faire le débile et tu te dis, je le boycotte parce que c'est moi la star, et tu passes pour un débile. Ou soit tu te dis, ah non, mais le mec, il est en train de me donner une leçon. Et Zidane, il a vécu la même chose avec Del Piero les premières semaines à la Juve, où à un moment donné, Zidane, il donne des ballons, justement, exactement ce qu'a fait Mbappé. Hein. Des ballons à Del Piero, tu sais, je fais le travail et je te décale, tu n'as plus qu'à la pousser. En fait, tu envoies le message au mec et arrête de faire le débile, quoi. Tu vois? On est ensemble. Moi, si je peux te faire marquer, je vais te faire marquer. Et en fait, le mec, il est obligé de te suivre. Parce que tout le monde le voit que dans cette situation, lui, il te fait marquer. Dans l'autre situation, toi, tu lui donnes pas le ballon. Voilà. Tout ça, c'est des messages de vestiaire. Voilà. Donc, oui, Mbappé et Benzema, ils ont une vraie complicité et ils se cherchent. C'est mieux aujourd'hui, mais ils se cherchaient déjà depuis le début. Mm. Maintenant, pour moi, ça n'a aucune signification sur la future destination d'Mbappé, ça c'est sûr. Mais Mbappé, hier, samedi, pardon, il était en bonne représentation. En tout cas, il avait une très bonne com, parce que c'est lui aussi qui donne le ballon du penalty à Griezmann. Même si c'est Griezmann qui obtient le Ouais. penalty, c'est là où il est fort. Mbappé, il ramasse le ballon
Et pour l'image, pour la gestuelle, c'est lui qui donne le ballon à Griezmann, Parce il lui met une qu'il petite tape et il Parce dit que vas-y. Samy, il en met 3 avant. Il se dit, bon, Oui. je peux. Dans le cas concret, je ne suis pas Ah, sûr que. ouais, Je c'est suis ah, pas ben, sûr. S'il n'avait pas oui. marqué, Mais c'est ça, ouais, voilà. mais c'est ça, ouais, mais tu vois, mais c'est là où aussi Mais tu vois oui, son intelligence, parce que bien sûr, bien sûr. c'est là où tu vois où un joueur il est intelligent ou pas, parce que il sait, voilà, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a un contexte, donc voilà, tout est réussi, et il sait que c'est dans le bon prolongement des choses, et voilà, lui donner la balle, l'image est passée en télé, comme ça, voilà, les polémiques s'éteignent, Griezmann et Mbappé finalement ils s'aiment bien, et voilà, enfin, c'était une soirée parfaite. Tu vois, C'était le juste. contraire de la polémique Cavani-Neymar. Non, mais tu vois, juste pour aller. Quand malheureusement, et on sait des choses, donc voilà. Quand on explique souvent qu'Mbappé, ce qu'il fait, c'est calculer, il y a des gens qui nous le reprochent, d'accord? Sauf que, déjà, on a des infos, parce que voilà, on connaît certaines personnes. Et ça, ce que dit Samy, tu vois bien que c'est calculé, mais c'est du bon calcul, il n'y a pas de Oui. problème, hein, ça fait partie du job. Mais tu vois, par exemple, Mbappé, il aurait très bien pu faire un signe à Griezmann de la tête, vas-y, prends-le. Il va prendre le ballon et il lui amène. C'est-à-dire, regardez-moi tous, je lui amène le ballon. Mais D'accord? pourquoi Yacine il fait ça aussi? Moi, je veux bien être d'accord avec toi, hein. Parce que aussi, au sortir de cet Euro, il y a eu les polémiques. Griezmann n'aime pas Mbappé, Mbappé n'aime pas Griezmann, Eh Pogba ben n'aime oui. pas un tel, etc. Mais le Et calcul, peut-être c'est que quoi? voilà. Mais oui, non, mais pour moi, comme tu l'as dit, c'est pas un mauvais calcul. C'est plutôt intelligent de dire Bien voilà, sûr, en bien sûr. fait, on peut avoir quelques petites embrouilles parce que c'est un tournoi, on est concentré, on veut tous gagner, Non, mais ça. etc. On déteste la défaite. Et aujourd'hui, je vous montre que non, c'est rien. Tiens, Antoine marque le but. Moi, je trouve ça. Alors évidemment, moi, je l'ai dit le premier, hein. S'il n'avait pas marqué, je pense qu'il lui aurait pas donné, ce qui est normal. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, comme l'a dit Samy, c'est plutôt intelligent de sa part. Bien sûr, bien sûr. Et juste pour finir, pour ceux qui pensent que de toute façon, un vestiaire, même d'équipe qui gagne, c'est les bisounours, vous êtes trompé de sport, hein. Le Bayern de Munich multititré, rappelez-vous quand même juste que le surnom, c'est le FC Hollywood. Mais oui, Et à l'équipe, l'époque, c'était les Mataos, c'était Pays-Bas, Stuttgart. les Euh, Pays-Bas, Yacine, ouais, non, mais les ça a Pays-Bas, à la toujours limite, été le cas, tu vois. ouais, mais ils gagnent rien, les Pays-Bas. Mais tu vois, le Bayern qui gagne tout le temps, le Bayern, il y a toujours eu des tensions. Ouais. Non, Mais mais quand même, je mais dis les même Pays-Bas, alors Yacine, partout. quand je dis les Pays-Bas, c'est à l'époque où l'équipe nationale avait beaucoup de très très bons joueurs. Alors, ils ne Ouais, gagnaient pas avec les Pays-Bas, mais c'est des joueurs qui étaient titulaires dans les plus gros clubs ouais, d'Europe. Et tout le monde se détestait. Il y avait des Bien sûr. clans, il y avait le Suriname d'un Mais, côté, les Blancs de bien l'autre, sûr. etc. Et c'est vrai que ce que même, tu dis, non. même récemment, le Barça, c'était Neymar qui s'était battu avec Semedo, ils allaient se bouffer Oui, entre eux. Mmh, C'est des choses communes, même dans les équipes qui gagnent, même dans les même dans les bien grands sûr. vestiaires. Et c'est bien un sûr, vestiaire bien sûr. de 30 mecs, quoi. Non, mais c'est la vérité. Ça sent la testostérone, Yacine, Ah c'est ouais. ça que tu veux dire. Mataos, Bah, je crois qu'on a été. Oui. Lizarazu, il avait quand même couché Mataos, hein. Ah, Ouais, et aussi, il avait couché, ça Ah, va. ça Il lui a mis un coup de tête, je crois. C'est un coup mais de tête, je crois. c'est vrai que le Bayern, il y avait pas mal il y avait des images fortes. Il y a même, je sais plus, c'était quel joueur qui avait mis un coup de pied en pleine tête. Il y a une vidéo qui est tournée dans l'entraînement bien sûr, à du l'époque Bayern. d'Effenberg et tout, il y Ouais, avait voilà, tout là-bas. Effenberg, les Mehmet Scholl et tout, Non, mais comme c'était le une dit Yacine, force. le vestiaire du Bayern, ça a toujours été, voilà, Ouais, ça a Bien toujours sûr. été un peu explosif. Je crois qu'on a fait le tour un peu sur l'équipe de France, sur Mbappé. Donc, prochain match de l'équipe de France, c'est demain soir, hein, Ouais. face à la Finlande, il me semble, c'est Finlande, ça, ouais. hein. Ouais. En Finlande, ouais. Voilà. L'équipe de France est donc qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Petit tour des autres joueurs du PSG rapidement avec leur équipe respective. Tu as parlé tout à l'heure du Portugal qui n'est pas en très très bonne position, qui va finir barragiste, je Ouais. pense. Qui est Ok, barragiste, barragiste. ouais. Qui est barragiste, voilà, suite à la défaite face à la Serbie 2-1 à domicile. Il fallait au minimum, Samy, faire match nul. Et ils ont perdu 2-1 à domicile. Et vous avez évoqué le cas de Nuno Mendes. Alors moi, je n'ai pas vu le match. Alors toi, Samy, c'est bien, c'est cool. Tu as Ouais. vu le match, tu vas pouvoir Ouais. nous en parler. Danilo était titulaire aussi. Oui. Oui. Ok, bah voilà. Bah, je t'écoute, Oui. Samy. Alors, Il a joué en défense, hein. Ouais. Bah, Ah, là, j'ai défense à centrale, d'accord, ok. ouais, enfin, ouais, parce qu'en fait, ouais, à la base, on nous a vendu un 4-3-3 et finalement, c'était plus un 5-3-2 hybride. C'était, oui, bah, c'était la négation du football, hein, c'était incompréhensible. Enfin, c'était incompréhensible, non, parce qu'on a compris justement que Santos, malgré tout le talent qu'il a à sa disposition, bah, il voulait juste obtenir le nul, hein. Tu joues à domicile contre une Serbie pas étonnante parce que franchement, ça fait plusieurs années, si vous regardez les noms qui composent la Serbie, notamment offensivement, où tu as des joueurs comme Tadic, Mitrovic, Vlahovic.
Il faudra penser à ce prénom si un jour le PSG se penche dessus, parce que pour moi, à 21 ans, je pense que c'est un très gros prospect au poste de numéro 9. C'est un joueur qui peut faire une carrière énorme. On l'a encore vu hier soir. Il a été, moi, je trouve que c'est un super numéro 9. Jovic qui est sur le banc. Enfin voilà, Kostic aussi qui est très bon avec Francfort. C'est une équipe solide. Et je parle même pas de la défense. On connaît aussi le gardien qui joue à Reims. C'est que des noms, voilà, c'est que des joueurs très corrects, voire même très très bons. Et donc c'est pas étonnant de voir une Serbie évoluer à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai pas compris le plan de jeu de Santos, malgré tous les talents, encore une fois, il faut le répéter quand même, qui composent cette équipe du Portugal. Une sacrée génération, Samy. Ah mais oui, c'est une franchement, génération. C'est pour moi même une des plus belles, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il a beaucoup plus de réservoirs que quand ils ont gagné l'Euro en 2016. Il a à peu près, il double tous les postes. Faut pas se voiler la face. Ils sont quasiment solides à tous les postes. Bon, hier il y avait l'absence de Pépé qui était suspendu, donc ça a peut-être été préjudiciable, même si Fonte a parfaitement tenu son rôle. On a eu un Sanchez. Un Renato Sanchez qui continue sur sa lancée en Ligue 1 qui était assez énorme hier. Mais à part ça, c'était le trou noir. Et oui, on parlait de Mendes. Oui, c'est vrai qu'Yacine le disait, il n'évolue pas dans son registre. Oui, aussi, je pense que les Serbes ont bien bloqué les côtés, mais c'était le néant. C'est-à-dire que, et moi, je pense que ce genre de joueur, quand justement il ne peut pas exprimer parfaitement son potentiel offensivement, parce que je pense que Mendes ou Hakimi, comme tout joueur, et comme je pense que vous avez joué au foot, vous savez que quand tu commences un match, quand tu fais plusieurs bonnes actions, et ben, tu prends en confiance. Et je trouve que tu te règles techniquement et ensuite tu fais beaucoup moins d'erreurs. Voilà, tu es beaucoup plus concentré, tu es beaucoup plus en confiance, tu fais moins d'erreurs. Et ces joueurs-là, typiquement Mendes et Hakimi, pour, on va dire, augmenter cette jauge de confiance, et ben, c'est dans le jeu offensif qu'ils le font. C'est-à-dire que Hakimi, Mendes, ils vont proposer des courses, ils vont faire des centres, ils vont être actifs offensivement. Et c'est ce qui va leur permettre ensuite d'être, pour moi, je pense, meilleur défensivement. Et bien là, Mendes, hier, il n'a pas eu l'occasion justement de se mettre en confiance et de jouer sur ses vraies qualités. Et il a été obligé tout de suite de vraiment, on va dire, être performant sur ses faiblesses. Et il ne l'a pas été. Défensivement, c'était très compliqué. Je vous passe aussi les erreurs techniques, notamment sur les 15 dernières minutes, ce qui était quand même crucial. Il perd 2-3 ballons qui, je pense, ont permis à maintenir cette dynamique pour cette équipe de Serbie, notamment, je crois, vers la 80e, il perd un ballon, mais vraiment bêtement, et il laisse un corner aux Serbes, ce qui est dans le momentum du match n'est pas vraiment bon et dessert totalement son équipe. Donc je pense que oui, c'est un match raté. Après, il me semble que Guerrero était suspendu ou blessé. Oui, parce que c'est Guerrero qui est Oui. titulaire Ah bah oui. Ah oui. normalement Ouais, en équipe parce qu'à à 4 ou à 3, il y a beaucoup plus de certitude. Donc voilà, tu l'as dit, c'est le même problème. Santos, peut-être que c'est un ami de Pochettino et qu'ils échangent des SMS le soir. Mais oui, c'était incompréhensible et c'est dommage quand même pour cette sélection du Portugal, moi que j'apprécie tout particulièrement. J'ai aucun ressenti par rapport à 2016. C'est une grande nation du football qui mérite aussi. Enfin, faut que tout le monde croque à un moment donné. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir des titres. Et c'est une grande nation du football. Et c'est vraiment dommageable quand même quand on voit les joueurs qui composent cet effectif de voir ce qu'ils proposent. Et moi, je trouve ça même énorme parce que c'est en regardant cette équipe du Portugal qu'on arrive à se dire, mais en fait, en France, on a de la chance, même si c'est pas top. On est hyper chanceux de voir déjà ce qu'on peut voir avec cette équipe de France, parce qu'avec le Portugal, c'est encore pire. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir les unes des journaux au Portugal, c'est une catastrophe, notamment Abola qui titre Les Misérables. Ah oui, ils sont pas allés de main morte et ils ont vraiment pourri leurs joueurs. Donc maintenant, à voir. Et Santos, lui, il a dit, bon, c'est ma faute, mais vous inquiétez pas, on va se qualifier, j'en ai la Oui, certitude, on va aller en barrage ensemble. Ah ouais, non, mais le gars, il est sur notre planète, il veut il toujours a, partir. Ouais. Donc espérons que ce ne soit pas l'Italie de 2018, parce que ce serait quand même dommage pour tout le storytelling, toute la symbolique, de ne pas voir Ronaldo faire sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal, et surtout de ne pas voir si le Portugal n'est pas là, il y a quand même 5-6 joueurs de premier plan mondial qu'on ne verrait pas au mondial, et ce serait quand même triste. d'autres équipes, d'autres résultats, Yacine. On va basculer, avant de revenir en Europe, on va basculer un peu en Afrique, avec deux pays qui nous concernent, le Sénégal et le Maroc. Tous les deux sont premiers de leur groupe, sont quasiment qualifiés. Yacine, il ne devrait pas y avoir de problème pour Gueye Diallo et Achraf Hakimi, avec le Sénégal et le Maroc.
Ouais, bah, de toute façon, il leur reste un match, mais ils sont qualifiés. Et maintenant, ce sera au mois de mars pour les barrages. Donc, voilà, ils ont fait le taf chacun dans leur groupe. Après, moi, j'ai pas vu le Sénégal, mais j'ai vu le match du Maroc. Et en fait, on peut faire le parallèle avec Mendes, quoi. Voilà, le Maroc n'a pas été très bon. Ils ont gagné, hein, mais n'a pas été très bon. Et Hakimi, notamment, voilà, encore une fois, moi, je reste persuadé qu'il y a des consignes qui le brident et qui l'empêchent de s'exprimer. Moi, vous savez ce que je pense sur le fait d'Hakimi à 4. Mais en fait, le truc, c'est toujours de dire si à 4 c'est possible, si tu joues haut, si tu défends haut, si c'est pour jouer à 4 et mettre Hakimi plus bas, comme au PSG, mets-moi un stopper. Arrête de demander à un joueur qui a des. Mais est-ce que tu peux rappeler, Yacine, qui est le coach du Maroc? Bah, il a le dit. Enfin, voilà. Hein, c'est pas Pep Guardiola. Non, mais voilà, c'est dommage parce que c'est des joueurs que tu brides et moi, je pense aussi que. Alors, Samy disait la confiance, tu sais, quand tu prends le dessus, etc. Mais moi, j'ajouterais même, euh, plus que la confiance, le plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es bridé, tu as une frustration, en fait. Tu peux pas t'exprimer, tu es là, tu n'as pas le droit de sortir, tu peux pas y aller, tu peux pas. Et en fait, tu n'exprimes jamais ton potentiel et ça crée de la frustration. Et cette frustration, elle engendre des mauvais positionnements parce que tu n'es plus dedans. Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'on disait sur l'équipe de France, c'est la force de Deschamps, c'est d'avoir su s'adapter aujourd'hui aux qualités de ses joueurs. On attend quand même, ça fait quand même beaucoup de sélectionneurs entre Valladolid, Santos, les entraîneurs. Parce que c'est pareil, là, Ronaldo, il va faire les barrages. Et Ronaldo, quand même, pour sa fin de carrière, il vit en sélection avec Santos, la négation du football. Il tient une caisse d'épicerie, lui, tu vois. Il fait des calculs d'épicier, un point là. Parce que je rappelle juste rapidement que le Portugal, avant le match d'avant, en Irlande, il souffre, mais avec le 0-0, il repassait devant la Serbie à la différence de but. Donc, ils étaient premiers avant le match. Et Santos était content. Voilà. Ouais. En gros, j'ai fait ce qu'il fallait pour être premier, quoi. Et le mec t'avait même dit à la fin du match, on aurait gagné, ça ne changeait rien du tout, quoi. Évidemment, au nombre de points, ça ne changeait pas, si tu veux, dans le calcul du match. Et évidemment que ça change tout quand même quand tu gagnes un match pour la confiance, pour l'équipe, etc. Donc, bref. Et donc, Ronaldo, il vit en sélection avec Santos. Et là, il va retourner en club avec Ole Gunnar Solskjaer. Donc, tu as compris que sa fin de carrière, c'est quand même un cauchemar, quoi. Bon. D'autres résultats. Petit retour en Europe. Pour l'Espagne, je pense que c'est bon. L'Italie, je crois que c'est fait aussi, il me semble. Non. Non. Non, c'est pas. Alors voilà, L'Italie c'est joue ça. une J'avais un finale doute, c'est pour ça. demain. Ouais, Demain. l'Italie joue il me semble que l'Italie joue en Irlande du Nord et que la Ouais. Suisse reçoit la Bulgarie. Ouais. Donc, Il faut un ils sont résultat positif ils- pour l'Italie demain ouais. pour être sûr de Ah, il passer. faut gagner. Ah, il faut Voilà, c'est gagner, hein. ça. Il faut gagner parce Voilà. que je pense que la Suisse va faire le taf à En fait, domicile le contre la truc, c'est qu'il faut Bulgarie. que l'Italie, enfin, faut que la Suisse fasse mieux que l'Italie. Voilà, c'est ça. Ouais. Si les Ouais. deux font match nul, c'est l'Italie qui est devant. Si Ouais. les deux gagnent, c'est l'Italie qui est devant. Mais pas Et facile les, l'Irlande du Nord, hein. C'est vraiment le style de match que tu peux t'en tirer avec un nul compliqué, quoi. il y a aussi les Pays-Bas de Wijnaldum, hein, Samy. Pareil, hein, pas qualifié encore. Hein. Pas qualifié encore, il me semble qu'ils sont. Je ne sais plus qui est leur adversaire dans leur poule, je ne l'ai plus en tête, mais ouais, bah après, mais ils sont en position favorable, il me semble. Attendez, je vais juste revérifier en live Normalement, pour oui. pas dire de Normalement, oui. bêtises, Ouais. mais il me semble que oui, ils sont en position favorable. Maintenant, là, on est en train de parler quand même comment dire, d'une Coupe du Monde qui serait privée quand même de beaucoup de grosses nations avec quand même beaucoup de gros joueurs, ce serait quand même dommageable. Mais Si, attendez, je si tu n'as revérifie pas juste le en live. Portugal et les Voilà. Pays-Bas, c'est vrai que là, c'est quand même deux Ouais, grosses équipes que tu perds. ils sont quasiment qualifiés. Ils sont quasiment qualifiés. Voilà. Il reste un match. Ils ont 2 points d'avance sur la Turquie. Normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça, quand Bon, même. bah, c'est parfait. Et pour finir, ce sera la zone Amérique du Sud avec la qualification du Brésil et on peut dire aussi celle de l'Argentine. Et en fait, moi, je voulais revenir avec vous sur la petite polémique qu'il y a eu sur la sélection de Leandro Paredes et de Léo Messi. Paredes qui était blessé au Paris Saint-Germain, hein, qui n'a pas joué depuis très très longtemps, qui a quand même été Il joue toujours au sélectionné. PSG, Paredes? Je savais plus que c'était un joueur. En tout cas, il fait partie. Jouer, non. Il est au PSG, mais il D'accord. joue pas beaucoup. Et il était blessé, donc je le disais à l'instant. Et d'ailleurs, le dernier match d'Argentine, il n'est même pas sur la feuille de match. Hein, donc il est convoqué, il fait le voyage, mais il n'est pas sur la feuille de match.
Messi, qui était, alors on parlait plus d'une gêne que d'une blessure, a été convoqué. Pareil, il n'a pas été titulaire lors du dernier match, mais il est rentré les 15 dernières minutes, c'est ça, Yacine, hein, c'est Ouais, un petit quart d'heure à la fin. Et du coup, il y a eu, avant la sélection, quand Leonardo, le directeur sportif du PSG, a pris la sélection de Messi et de Paredes, a poussé un petit coup de gueule contre la fédération argentine, mais on rappelle que les clubs ne peuvent pas refuser les convocations FIFA et que de toute façon, ce n'est pas une question de manque de respect, etc. Alors après, c'est peut-être que les relations entre le club et l'Argentine, peut-être qu'elles ne sont pas si bonnes que ça. Mais c'est vrai qu'au moins pour Leandro Paredes, il aurait dû rester à Paris. Il n'a pas joué, je rappelle, il est blessé. Il avait 15 jours pour se remettre en forme, on va dire, et retravailler. Et pourquoi pas prétendre à une place au retour de ses collègues. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces sélections? Et je rappelle encore une fois que de toute façon, le club n'avait pas d'autre choix que de laisser partir ces deux internationaux. Yacine. Bah, de toute façon, attends, je fais juste une parenthèse, il y a eu un but 100% Vas-y. Ligue 1 quand même sur le Brésil. Récupération de Marquinhos, Marquinhos, oui. donne à Neymar et Ouais, but de Paqueta. Paqueta Paqueta, ouais, c'est ça. sur la victoire du Brésil, donc la qualification. Sur l'Argentine, moi j'ai envie de dire, franchement, ouais, on peut dire Leonardo, il est dans son rôle, mais malgré tout, en fait, c'est des polémiques stériles parce que de toute façon, tu as un règlement qui est contre toi. Ben voilà, c'est pour Donc tu ça. peux raconter ta vie, en fait, on s'en fout. Ben oui. Ça sert juste à faire monter la tension entre le pays, justement, la sélection et le club, plutôt que de faire ça discrètement, entre guillemets. Alors, ok, on est dans le monde de l'image, il faut montrer que tu défends tes joueurs et que tu défends ton club, ok. Mais en vérité, là, tu vas juste ajouter de la tension entre la sélection et le club. Et demain, si tu te retrouves dans le même cas au prochain rassemblement du mois de mars, eh ben, les Argentins ils diront peut-être, ils se prennent pour qui? Eh ben, on va rappeler un joueur blessé, c'est pas grave puisqu'on est dans notre droit. Alors que si tu le fais tranquillement, peut-être que tu peux te mettre d'accord en disant voilà les gars, il n'a pas joué depuis 5 semaines. Voilà, juste soyez sérieux, on ne peut pas l'envoyer en voyage, il ne peut pas jouer. Voilà. Maintenant, tu fais ça, et on a bien vu la réponse de la sélection de la fédération, etc., Argentine. Moi, je trouve que tu as mis de l'huile sur le feu pour rien parce que tu as un règlement qui est contre toi. Si le règlement était négociable, on va dire, tu sais, c'est un accord entre. Aujourd'hui, tu as un règlement, et on va être très clair rapidement, c'est date FIFA. Les joueurs sont obligés de partir s'ils sont appelés. Et c'est le pays, enfin en tout cas le médecin de la fédération qui doit constater la blessure. Voilà, ça c'est le règlement. Donc tu peux t'appeler Leonardo le PSG et dire le mec il n'a pas joué depuis 3 mois. S'ils ont envie de l'appeler pour faire constater la blessure, eh ben ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc pour moi c'est inutile. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le sélectionneur argentin, tu Ben le oui. dis, en disant que le problème, c'était pas tant d'avoir sélectionné Messi et Paredes, c'est plutôt les dates. Pour lui, le problème de la fédération argentine, c'est plutôt les dates choisies qui Ben compliquent voilà. un peu les choses et la multiplication des matchs. Samy? Après, t'es quand même pas. Enfin, on sait comment. Enfin, quand on voit la supercherie de cette zone Amérique du Sud, on parlait tout à l'heure des qualifications en Afrique où c'est un parcours du combattant. Parce qu'il y a même des équipes qui ont commencé avant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un premier barrage avec les plus petits pays pour ensuite faire des phases de poule, pour ensuite finir avec des barrages. C'est n'importe quoi. Eux, ils sont 10, il y en a 5 qui y vont. Enfin, c'est à un moment donné. C'est pas comme si l'Argentine était. Et là, ils sont deuxième, je crois, avec 24 points. Enfin, ils sont pas en danger forcément. Tu Quasiment gagnes. qualifié. Ouais. Tu gagnes sans Messi, parce que tu gagnes sans Messi. Hein. Il y a 1-0 dès la première mi-temps sur un but de Di Maria d'ailleurs. Tu te dis quand même que tu peux le réussir. Je crois qu'il joue le Brésil par contre, c'est ça, Ouais, le c'est deuxième Brésil, match Brésil. Argentine. Ouais. Ah, Enfin, ça Argentine. va, tu viens de gagner la Copa América, t'es pas en danger, même si tu perds contre le Brésil, t'es quand même dans les clous pour te qualifier. Donc bon, franchement, c'est ça, moi c'est plus ça qui me dérange, c'est l'utilité de leur imposer, surtout à 34 ans, Messi, ce genre de voyage, c'est pas non plus la porte à côté, t'as de l'avion, on sait que quand un joueur revient, eh ben, il sera pas opérationnel au bout de 2-3 jours. Donc voilà, mais de toute façon, Scaloni, il est un peu. Vous avez vu aussi qu'il a sélectionné Mathias Soulé, Mm. un gars de 18 ans qui n'a aucun match en pro, que personne ne connaît, qui joue à la Juventus avec la Primavera. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu sais, Samy, à quoi ça sert ce genre de sélection? Oui, Voilà. non, mais, ah bah, Le non, mais Brésil, c'est le Brésil qui est champion de ça. Hein. le Brésil faisait Voilà. souvent ça. Mais, ça ouais, mais dans le foot moderne où justement tout se sait avec les réseaux sociaux et tout, c'était de plus en plus rare parce que là, ça a popé. Il a glissé le nom dans la sélection et le gars, il a même pas des stats de fou en plus avec la Juve. Ça n'a aucun sens de le sélectionner. Il a même pas un match
pro. Il a joué 15 ou 20 minutes sous Allegri dans un vieux match amical contre une équipe du fin fond de l'Italie. Et là tu le sélectionnes. Donc on voit un peu que bon, Scaloni, il est pas tout blanc. Et pour expliquer à nos auditeurs, en fait, parfois le Brésil était souvent coutumier du fait. Tu sélectionnes un joueur qui a très peu d'expérience pour en faire un international et pour augmenter sa valeur marchande. Voilà, parce c'était quand les agents tenaient un peu plus. Exactement. Ben, c'est Et toujours le cas. Le Brésil, ils faisaient encore mieux. Ils organisaient des matchs amicaux bidons où il n'y avait même pas les mecs qui jouent en Europe pour donner des sélections à des fois, tu avais 80 mecs qui avaient des sélections, tu ne comprenais pas. Vous vous rappelez pas de cette Coupe de Confédération avec des mecs qui s'appelaient Washington et des trucs des mecs qu'on n'a jamais revus. Non, mais vous vous en rappelez de cette équipe du Brésil? Et on connaissait aucun des 11. C'est le folklore de l'Amérique du Sud, c'est comme ça. C'est comme ça, messieurs. On a fait le tour aussi, pareil, hein, pour les pays qualifiés et qui concernaient les joueurs du PSG. Pour terminer, vraiment 5 minutes, parce que nous, en préambule, on va parler de l'affaire Aminata Diallo. Nous, chez Paris United, on avait pris le parti de pas du tout en parler. C'est-à-dire que quand l'info est sortie, on a pris la mise en garde à vue, je rappellerai les faits juste après. Mais je me suis dit, personne n'a d'infos en fait, la personne est en garde à vue, donc si on doit en parler, autant en parler après, parce qu'on sait qu'il y a toujours des fuites sur les auditions, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors, pour rappeler les faits, hein, ça concerne deux joueuses du PSG, Keira Amraoui et Aminata Diallo. Donc les faits se sont déroulés après une soirée organisée par le Paris Saint-Germain. Donc Aminata Diallo raccompagne deux de ses coéquipières. Je sais plus je me rappelle plus du nom de la troisième, mais c'est ça. Qui est déposé avant l'agression. Exactement. Donc elle dépose d'abord Karsaoui et donc elle se retrouve seule avec Keira Amraoui. Et là surgit une voiture qui bloque un peu la voiture d'Aminata Diallo. En extrait Keira Amraoui qui subit une agression physique, une agression violente. On parle de coups de bâton, de barres de fer dans les jambes, dans les bras, etc. Donc voilà, l'agression se passe, la police arrive, constate les faits, etc. Et on apprend que le lendemain matin, Aminata Diallo est placée en garde à vue parce qu'elle est soupçonnée d'avoir un lien avec cette agression et même soupçonnée d'avoir commandité cette agression pour des histoires de jalousie, que ce soit au PSG, parce qu'elles occupent les mêmes postes, ou en équipe de France. Et là, il y a un emballement médiatique. Et quand je dis emballement médiatique, je pèse mes mots, parce qu'en France, ça a été un déferlement, mais pas que. Ça paraît dans le monde entier, on a parlé de cette histoire, parce que c'est quand même assez cocasse. Et puis, tous les médias s'emballent en parlant de quasiment la culpabilité d'Aminata Diallo. Il n'y a aucune présomption d'innocence. On l'a jetée en pâture dans les médias. Et on apprend finalement qu'au terme de sa garde à vue, absolument rien n'a été retenu contre elle et que la police, en fait, s'est dirigée sur des pistes qui sont bien plus sérieuses et qui mettent totalement même hors de cause la joueuse Aminata Diallo. Mais c'est trop tard, le mal est fait. On a appris d'ailleurs que la pauvre est très très touchée, mais qui ne le serait pas. Vous imaginez, vous sortez de garde à vue, vous allumez votre téléphone et vous voyez tout ce qui s'est dit sur vous. Je répète que voilà, les médias ont parlé d'une complicité d'Aminata Diallo pour jalousie, pour prendre la place de. Enfin, c'est complètement dingue et je trouve justement que le rôle des médias n'a pas été bon du tout dans cette histoire. Et d'ailleurs, c'est toujours pareil, hein, lorsque la personne est innocentée, on en dit un mot, mais on n'en parle plus. Et juste avant, ça a été vraiment un déferlement. Il y a eu des papiers pendant 2 jours sur tous les sites de sport qui colportaient toujours les mêmes histoires. Et ça peut briser la carrière d'un joueur ou d'une joueuse. Là, en l'occurrence, c'est une joueuse, Samy, mais c'est vrai que les médias, sur ce coup-là, ça n'a pas été tip-top, quoi. Je veux dire, là, voilà, encore une fois, tu peux briser la carrière d'une joueuse et même mentalement, moralement, ça va être difficile pour Aminata Diallo de s'en remettre. Alors, ce n'est pas la victime de l'agression, hein, c'est Keira Amraoui, et pour elle aussi, c'est très difficile, mais là, on va s'arrêter sur Aminata Diallo, Samy. Les médias, ils sont un peu emballés quand même sur ce coup-ci. Hein. Ouais, et c'est compréhensible qu'elle soit mal, franchement. Moi, je te dis la vérité, c'était à vomir. Moi, franchement, je suis d'accord. de ce qu'on a vu, Aminata Diallo, maintenant, c'était Escobar. Vraiment, à un moment donné, c'était une dinguerie. C'est-à-dire qu'on va bientôt voir un reportage Netflix sur sa culpabilité. Non, mais c'était vraiment du n'importe quoi. Là, on en parle de manière un peu plus légère. Mais voilà, le genre d'article où, vous savez, dès que l'info première est sortie, où elle serait peut-être associée à cette agression, ensuite,
ensuite, il y a eu, vous savez, les articles, moi, ce que j'appelle vraiment, je vais utiliser l'expression d'Yacine, mais les articles dégueulasses. Tu le dis beaucoup mieux que moi, mais vraiment des articles, mais vraiment, quand je dis à vomir, Ah je bah, pèse mes mots. Voilà, putaclic, où c'est ça. c'était devenu un monstre. Aminata Diallo, mais un caractère un peu trouble. Ça y est, on lui trouve des défauts, on lui trouve, ça y est, ça pop. Finalement, tout allait bien, hein, tout allait bien. Elle est en équipe de France, elle joue au PSG, c'est une jeune joueuse avec un fort potentiel. Et d'un coup, ah, finalement, c'était peut-être pas une erreur, elle était ci, elle faisait ça, mais c'est honteux. Et nous, et c'est là où il faut faire souvent attention à ce que la presse nous propose, parce qu'en fait, ils en savaient pas plus que nous, c'était juste des on-dit, des spéculations, et ils en ont fait des vrais articles. Tu l'as dit, l'info est sortie même au-delà des frontières, ça a été repris en Angleterre, ça a été repris en Espagne, dans les journaux sportifs, dans leurs informations, et c'est ça qui est grave. Et le pire, c'est qu'au final, en sondant les joueuses du PSG, en sondant les principales intéressées, et ben, la police et les médias ont commencé à se rendre compte qu'en fait, bah, il n'y avait rien. C'était comment dire, on va dire, une concurrence montée en épingle qui n'existait même pas. C'était une Exactement. Ouais, ouais. concurrence saine. Elles sont amies dans la vie et elles s'entendent même plutôt bien. Enfin, il y a tout plein de choses Elles allaient qui en après sont vacances sorties. ensemble, Mais bien sûr, Samy. mais On bien parle sûr de que oui, vacances, on parle de plein de choses, quoi. c'est fou. Et quand on voit les retombées, parce qu'on parle d'Aminata, mais il y a aussi sa famille qui a été salie, il y a ses parents comment dire, qui ont été aussi interviewés, qui ont dit que, mais voilà, on est tombé des nues. Il y a la mère apparemment qui a très mal pris, et c'est totalement compréhensible. Quand on lit ça sur son enfant, ça doit être horrible de vivre ça. Et moi, ce qui m'a dégoûté encore plus, il y avait un tweetos qui l'avait pointé, c'est-à-dire que vous savez, maintenant, il y a des articles où il faut payer un euro pour lire la suite. Et moi, ce qui m'avait dégoûté, c'est que les articles, on va dire, à charge contre Aminata Diallo, et ben là, bizarrement, ils étaient gratuits. On pouvait y avoir accès, mais quelques temps après, donc quand l'info a changé et que c'était plus apparemment peut-être, on ne sait pas, on va avoir peut-être une affaire d'adultère ou de vengeance, on ne sait pas, je m'avance pas, je ne sais pas ce que c'est, mais quand ça a changé, ils ont commencé, bah déjà, les rats sont allés voir les parents, ils sont allés voir les parents pour leur dire, ah finalement, c'était un peu dur, comment ça s'est passé, vous avez souffert, mais là par contre, les articles étaient payants. Ouais. Donc, quand on veut prêcher la bonne parole et la vérité, il faut payer. Donc, bah, peu de gens y ont accès. Mais quand c'est pour bien enfoncer une personne présumée innocente, bah là c'était gratuit, tout le monde peut y avoir accès. Donc, ça, pour moi, déjà, si c'était aussi quelque chose, c'était une symbolique quand même de ce qui s'est passé. Donc, oui, c'est un total échec, en tout cas, de la part des médias français. Et je trouve ça très dommageable pour les joueuses, tu l'as dit, pour les joueuses et pour leurs familles. Yacine, bah, même question, hein, d'autant plus que toi, Yacine, dans ta carrière, il t'est arrivé aussi d'entraîner les féminines. Je crois que c'est notamment à Évian que tu t'occupais de Non, en jeunes. fait, parce que les jeunes, elles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à U15. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est mixte maintenant. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu une joueuse qui est aujourd'hui à Saint-Étienne. Voilà, qui est professionnel aujourd'hui à Saint-Étienne. Donc, voilà, tu connais un peu la problématique des joueuses de foot. Ça peut faire très, très mal, ça, Yacine, dans une carrière. Alors, Aminata Diallo a 26 ans. Heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que voilà, elle a un peu plus d'expérience, elle est un peu mature. Si ça lui était arrivé à 18-19, on aurait peut-être assisté peut-être à une fin de carrière parce que c'est trop dur à assumer, même si tu es innocente, etc. Parce qu'il y a peut-être une différence entre les filles et les garçons, mentalement, Yacine, ou moralement, enfin, psychologiquement, ce que tu veux. Est-ce que c'est plus difficile, à ton avis, ça va être plus difficile pour Aminata Diallo, qui est une fille, de s'en remettre, même si le foot féminin est moins médiatisé que le foot masculin? Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Et dernière question, pour l'image du club, c'est vraiment pas terrible, Yacine. Surtout qu'il y a eu des histoires juste avant extrasportives qui concernaient des joueurs masculins. PSG a vécu vraiment une quinzaine assez difficile. Ouais, il y a plein de choses, mais je ne sais pas si. Parce que de toute façon, je pense que ça dépend du caractère de chacun. Et il y a pas il y a des filles qui sont aussi très, très fortes mentalement, etc. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce soit pour un garçon ou pour une fille, de voir ton nom sali comme ça pendant 48 heures, quoi qu'il arrive, ça a une incidence. Ça a une incidence sur le futur, sur ton comportement avec les gens, sur ton comportement avec les médias. Tu vois, les médias, ils sont tout le temps en train de se plaindre. On n'a pas d'interview, les gens disent rien, etc. Mais en même temps, quand vous n'avez pas d'infos et que vous défoncez les gens, faut pas vous étonner après qu'on n'ait plus envie de parler avec vous. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, déjà, c'est un premier problème. Après, c'est la course. C'est la course au buzz, entre guillemets, ou à l'info. Et par exemple, tu vois, Twitter, c'est un vrai problème pour ça, parce que euh, comme il faut être au plus près de l'info, les premiers,
et que Twitter aujourd'hui, finalement, tout le monde est entre guillemets un peu journaliste, en fait, il ne faut pas se laisser dépasser par un futur buzz. Donc, il faut que tu envoies tout de suite, sans avoir vérifié, sans avoir d'infos. Il y a deux, trois rumeurs, tu recoupes, tu te dis, tiens, ça a l'air crédible, bim, t'envoies. Le problème, c'est, d'ailleurs, tu vois bien, parce que nous, par exemple, à Paris United et tout, il y a même des mecs qui viennent te dire, ouais, vous n'avez pas l'info, tiens, vous n'avez pas eu l'info, tiens, vous en parlez pas. Comme s'il fallait absolument le faire, tu vois. Et moi, Et le truc, je l'ai dit en préambule, nous, non, mais c'est notre ce que je te choix et dis. notre décision, c'était de ne pas en parler parce qu'on n'avait rien en fait. Et moi, je ne voulais pas retranscrire ce qui se disait dans les autres médias parce que je sais que dans ces histoires-là, c'est très touchy. Il faut vraiment avoir des infos béton. Et je sais comment fonctionne la presse française. Le timing, en fait, c'était trop juste pour avoir autant d'informations. Ah ouais. Tu vois, en à peine 24 heures, tu sors un complot sorti de nulle part. Donc moi, j'ai dit non, j'en parlerai pas. Et s'il faut en parler, on en parlera une fois qu'on a plus d'informations, une fois que la garde à vue est levée. Parce que souvent, je le répète, quand une garde à vue est levée, c'est là que les informations commencent à fuiter. Et on a vu qu'évidemment, la pauvre Aminata Diallo n'avait absolument rien à voir dans cette agression. Voilà, je te laisse finir ici. Et donc voilà, et tu vois, même moi, par exemple, moi j'ai tweeté pas sur l'histoire, en fait, j'ai tweeté, donc même le foot féminin est touché. Voilà. Ça, c'était mon idée. Alors évidemment, c'est aussi par rapport à mon livre, etc. Bien sûr. Voilà. Donc je me suis fait avoir aussi quelque part parce que mine de rien, même si c'est encore une fois le foot féminin, voilà, l'info était pas bonne, bref. Après, moi, j'ai accusé personne parce que je n'avais pas les infos, mais je me suis dit, tiens, encore une fois, une histoire aussi dans le foot féminin. Finalement, c'est tout le football qui est touché. Voilà, Parce que ça suivait les affaires extrasportives des voilà. masculins. Ton tweet n'est pas méchant. C'est Voilà, juste pour dire que voilà, après Icardi, après Herrera, maintenant c'est une affaire chez les féminines. voilà. Donc après, pour aller sur l'image du PSG, évidemment qu'elle n'est pas bonne. Parce que quoi qu'il arrive, cette histoire, elle laissera des traces, parce qu'il y aura toujours quelque chose, un soupçon, pas sur Aminata Diallo évidemment, mais un soupçon de qu'est-ce que c'est que ce club, pourquoi il y a toujours des histoires dans ce club, etc. Et là, je trouve que le PSG aussi, souvent, euh, il ne tient pas son rôle, parce que les communiqués, en fait, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure sur les infos, en fait. Quand tu contredis l'info de départ, c'est toujours un peu, faut le faire parce que légalement, il faut le faire, mais c'est toujours un peu en catimini. Les communiqués, comme ils sont envoyés par le PSG, tu as l'impression que c'est en gros, bon, on le fait, envoyer un communiqué à tout le monde pour dire voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas de réelle prise de parole, il n'y a pas de réelle prise de position. Le PSG doit taper du poing sur la table quand c'est comme ça. Je suis désolé. Il y a une joueuse qui a été accusée par les médias d'avoir fait quelque chose. Le PSG doit la défendre et ne doit pas juste se dire on attend les évolutions pour en dire plus. Non, non. Tu dois prendre position et défendre ta joueuse. Et là, le PSG, par exemple, ils doivent défoncer les médias qui ont sorti l'info en Ah, mais tu accusant. veux dire, Yacine, après coup aussi, parce que c'est pareil, le PSG n'a pas Oui, mais, d'éléments lors de la garde à vue. Ils ne peuvent pas la mais bien, défendre. je te dis Si elle pas, était bien coupable, sûr. c'était Sauf que compliqué. maintenant, ça fait 3 jours quand même. Là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils auraient peut-être dû mettre un communiqué un peu plus virulent, Mais bien surtout sûr, envers les médias qui ont mais traité cette évidemment. affaire. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. Voilà. Donc il y a ça. Et la dernière chose, je suis obligé d'en dire un mot. On a une fédération qui veut promouvoir le foot féminin, qui veut défendre le foot féminin et qui, donc, laisse jouer le choc de la première division féminine hier à Lyon dans ces conditions. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on ne peut pas toujours reporter parce que là, c'est des faits divers, etc. Sauf qu'il y a quand même agression d'une joueuse et garde à vue. Il y a, euh, comment dire, le championnat qui se joue entre le PSG et Lyon. Voilà, c'est tout. Donc c'est ton choc de la journée. Euh, et il y a la position de Lyon. Encore une fois, je suis désolé. Il y a des éléments différents. C'est-à-dire que l'année dernière, en fait, Lyon n'a pas poussé là, le match à être reporté. Je rappelle que le championnat de Ligue 1, enfin de première division féminine, il y a 12 équipes. Donc des dates, tu en avais pour pouvoir décaler le match et le jouer dans de meilleures conditions. Lyon n'a pas poussé au report du match pour une raison. C'est que l'année dernière, le PSG n'a pas voulu reculer le choc parce que Lyon avait demandé le report et avait trop de blessés. D'accord. Sauf que des joueuses blessées et le contexte d'aujourd'hui, c'est quand même deux choses totalement différentes. Et la Fédé aurait dû décaler le match parce que c'est quand même quelque chose de grave qui s'est passé. C'est l'agression d'une joueuse physique.
et une garde à vue, etc. Et je pense que la fédération a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. En maintenant le match, on a vu hier le résultat, 6-1. Les joueuses n'avaient même pas envie de jouer. Dans les comportements, on l'a vu, etc. Donc en fait, il y a tout ça qui est problématique. Il y a le traitement de l'affaire, il y a la fédé, il y a les conséquences. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup de choses quand même. Alors, pour conclure hein, sur ce que tu viens de dire, je pense aussi le fait qu'on était en casé international. Il y avait un prime time pour un match de D1 féminine et qui plus est les deux meilleures équipes. Et je pense aussi que c'est Canal+ qui a les droits. Je pense que la Ligue vis-à-vis de Canal+, annuler un match 24 heures ou 48 heures avant, une affiche comme ça en prime time sur Canal+ un dimanche soir, je pense aussi que c'était très très compliqué, Yacine. Peut-être que si ça avait été un match, parce que je crois qu'elles jouent le samedi après-midi, les féminines, voilà, je pense que ça aurait été en plein championnat où le match n'était pas en prime, n'était pas, parce que je crois qu'ils sont diffusés sur Foot+. Tout le monde n'a pas Foot+, évidemment. Donc c'est pour ça que notamment je avec pense… Hugo au commentaire. Exactement. Hugo Kapler, qui présente d'habitude le podcast, qui commente les matchs des D1 féminines. C'est vrai. Tu as bien fait de le souligner, Samy. Mais je pense qu'il y avait aussi un problème de droit télé à Signe, c'était un peu compliqué. Ouais, donc encore une fois, on fait le choix du business, etc. Parce qu'on estime, Yacine, que le PSG a un groupe de joueuses, en fait, et que tu peux… Enfin, tu as des titulaires, tu as des remplaçants, et que tu peux te passer d'Aminata Diallo et de Keira Amraoui. Et je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas forcément pris le contexte global en se disant, est-ce que les autres joueuses sont touchées ? Est-ce que le club n'est pas un peu déstabilisé, etc. On le sait qu'elles sont touchées parce qu'il y a Karchaoui qui a été interrogé pendant une dizaine d'heures, ils l'ont tout de suite prise. Il y a d'autres coéquipières parce que c'est le travail des enquêteurs. Tu as la police qui est venue aussi chez les joueuses, qui est venue aussi au camp d'entraînement. Enfin, tu peux pas te dire que le groupe n'est pas touché. C'est pas juste les deux joueuses qui ont été, parce qu'il y a plusieurs joueuses qui ont été convoquées, parce que voilà, ils ont été obligés de creuser, est-ce qu'elles s'entendent bien, voilà. Et puis en plus des questions personnelles, donc ça peut parfois perturber psychologiquement. Enfin, il faut quand même être, on sait comment fonctionne aussi au minimum une enquête, et c'est pas juste les deux concernés qui ont été impliqués. C'est quand même ça qui est fou. C'est su que quasiment les 3/4 de l'effectif ont été interrogés, ont été donc mis dans ce marasme un petit peu. Et d'ailleurs, le résultat que tu dis, la défaite 6-1, on était plus trop habitués parce que le PSG et Lyon, ces dernières années, voilà, en termes de résultats, c'était assez équitable. C'était très serré, c'était match nul de 1-0. Voilà. Contrairement à d'autres matchs chez les féminines où tu sens qu'il y a un écart de niveau entre deux équipes, ça se finit parfois à 7-1, 8-0, 10-0, 10-1. Et là, on voit vraiment que cette équipe féminine a été touchée par cette histoire. On espère vraiment qu'Aminata Diallo va s'en remettre et qu'elle pourra retrouver les terrains rapidement, vraiment. Et aussi, pareil, pour Keira Amraoui, on espère que ça ira mieux et qu'elles pourront toutes les deux refouler bientôt les pelouses de foot. Et on souhaite vraiment bon courage à cette équipe de D1 féminine, l'équipe du PSG, pardon. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On est à 1h30 hein, quasiment. Ouais. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec moi ce lundi matin, très tôt. Merci Samy, tu es chez toi, tu es à la maison, pardon, ici, tu es chez toi. Tu reviens quand tu veux, mon ami. Yacine, rendez-vous sans doute après le match de Nantes. Comme ça, on parlera un peu de la reprise et on se projettera sur le match, le difficile match qu'attend le PSG à Manchester face à City mardi prochain. Ouais, là, on commence un peu à trembler. Là. Ouais. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de parler de ce podcast. Parlez-en à vos amis, même à vos ennemis d'ailleurs. N'hésitez pas, ça peut servir. Merci à tous. Merci encore une fois, Samy. Merci, Yacine. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.